Le Front pour le changement, le FCC, a tenu une réunion à Douala il y a de cela quelques jours autour de Jean-Michel Nicho. Il s'agit de l'évaluation de la participation du Front pour le changement à la dernière élection présidentielle, mais davantage de la préparation des municipales et des législatives à venir. Jean-Michel Nicho en a profité pour lancer un appel à la mobilisation de l'opposition pour aller à la conquête des sièges à l'Assemblée nationale, mais également dans les conseils municipaux. À Yaoundé, ce jour, s'est réuni le Rassemblement démocratique du peuple camerounais autour du secrétaire général du comité central, Jean Kouété. Il s'est agi justement de poser les bases d'une bonne participation aux prochaines élections municipales et législatives. Les chefs de délégation au niveau régional ou au niveau départemental étaient rassemblés. C'est un responsable également du bureau politique et autres démembrements du RDPC pour ensemble penser une victoire aux prochaines consultations électorales. Ces indicateurs suffisent-ils pour annoncer l'entrée ou l'ouverture de la pré-campagne électorale? On est pratiquement à 6 ou 7 mois de février 2027, tel qu'indiqué dans la décision de report des élections municipales. Est-ce que cette présidentielle de 2025 a un impact sur les municipales et législatives qui arrivent? On connaît bien les performances des uns et des autres au cours de cette présidentielle. On connaît également l'engagement des uns et des autres. Est-ce que ces scores, cette mobilisation des Camerounais pour la présidentielle peut impacter les prochaines élections? C'est ce sujet qui va accompagner ou entourer, encadrer nos échanges ce soir avec vous au téléphone. Vos participations toujours attendues. Avant d'accueillir nos invités, peut-être cette petite mise au point. Vous le lisez sur la bande passante de Info TV tous les jours, le Kraoul, qui donne les informations relativement à la réaction de notre partenaire Canal+. Vous êtes nombreux à nous saisir pour signaler des difficultés d'accès au signal d'info, justement d'info TV. Canal+ indique justement que le problème a déjà été identifié, plusieurs chaînes sont concernées et que les techniciens sont à pied d'œuvre pour régler définitivement cette question. D'ailleurs, même les techniciens ici, à l'intérieur, sont également mobilisés pour trouver rapidement une solution. En attendant que cette solution définitive soit trouvée, il est également demandé à vous qui regardez, qui avez l'habitude de regarder, de faire une sorte de reprogrammation de votre décodeur. Au niveau de la télécommande, il y a des touches qui permettent de faire la reprogrammation. À partir de là, vous pouvez retrouver le signal qui a disparu en attendant la solution définitive qui viendra de Canal+. Mais vous savez, vous pouvez nous suivre également à travers nos différentes plateformes digitales, Facebook et YouTube. Et vous avez nos émissions en direct et dans de très bonne qualité, mais vous pouvez également nous suivre à travers la bande KU. Votre décodeur acheté sur la place du marché vous permet d'avoir gratuitement le signal de Info TV. Voilà qui est clair là-dessus. Bertrand Wama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis ravi d'être à nouveau sur ce plateau. C'est les vacances déjà? Oui, je suis en vacances depuis. Vous n'avez pas participé aux corrections? Bon, j'ai corrigé une fois et après... Pas cette année? Ouais, cette année. On vous avez à payer? Bon, on paye progressivement. Vous savez, il y a toujours les lenteurs dans ces affaires-là. Donc, il y a quand même espoir. Non, il y a que espoir, tout le monde soit payé. Il y a espoir. Bon, je pense que le directeur de l'OBC connaît déjà le problème. Donc, il prendra toutes les mesures qui s'imposent. Parce que lorsque les élèves composent, il faut bien évidemment que les enseignants corrigent et des enseignants de qualité. Parce que généralement, lorsque les enseignants abandonnent les corrections, partent au quartier chercher, c'est un charlatan pour venir le faire et ce n'est pas bien. Ça va fausser les résultats, ça va fausser le taux qu'on voulait, qu'on attendait. Mais pourquoi ces grincements dedans à chaque session d'examen? Le problème est que Jean-Jacques, à l'époque, vous savez, les frais d'examen servent normalement à organiser l'examen. C'est-à-dire sur le plan matériel, payer les surveillants qui vont corriger, les enseignants qui vont corriger, les surveillants qui feront la surveillance dans les salles. Et à l'époque, c'est l'OBC qui gérait ça normalement. Mais vous voyez, avec l'unicité des caisses, maintenant, tout part au ministère des enseignements secondaires, c'est elle qui va décider ce qu'il faut faire. Voilà où il y a un peu le blocus. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années,
il y a un peu une grogne des enseignants sur ce point-là. Je pense que si on décentralisait cette affaire-là, comme par le passé, on ne devait pas retrouver tous ces problèmes-là aujourd'hui. D'accord, mais les prix n'ont pas changé. La copie, c'est toujours descend. Oh, les prix n'ont pas changé, Jean-Jacques. Les prix n'ont... Vous savez, on ne corrige même pas. Si vous partez même corriger parce que vous cherchez de l'argent, vous n'allez pas corriger. On corrige juste parce que c'est notre devoir professionnel. On a enseigné, on doit corriger. C'est un devoir professionnel. Parce que nous-mêmes, nous sommes passés par là. Donc, nous devons servir la nation. Malgré qu'il y a des difficultés, on s'est engagé pour le faire. Et on doit bien le faire. D'accord, c'est 200 francs la copie au bac, c'est ça? Oui. 200 francs. Vous avez copié, vous corrigez combien? Je ne vais pas quand même dévoiler le nombre de copies corrigées. C'est entre nous, non, bon, IB, on va... je vais vous donner les détails. Merci d'être là ce soir pour cette édition de Le Grand Soir. On va parler beaucoup politique parce que vous êtes également, en dehors d'être enseignant au quotidien, vous êtes également analyste socio-politique. On accueille Dr Moïse Mbok. Bonsoir. Bonsoir DG, bonsoir à mes co-discutants, naturellement à l'enseignant qui est là et qui me rassure. Parce que quand j'entends quelqu'un parler encore de passion, d'engagement dans ce pays, c'est franchement à saluer, à féliciter. Merci pour l'invitation. Je salue l'Afrique au travers de cette antenne. Je salue le top management d'Info Télévision et naturellement tous les hommes politiques du Cameroun et de l'Afrique dans sa globalité. Tous les hommes politiques? Tous les hommes politiques de tous les bords, parce qu'en fait, c'est la politique aujourd'hui qui a la lourde tâche et même mission d'amener l'Afrique à une autre étape, tenant compte de toutes les valeurs, toutes les essences, j'ai envie de dire comme ça, dont regorge notre continent. Nous avons de tout aujourd'hui en Afrique, c'est simplement un arbitrage, une organisation et une dynamique qui permettra à l'Afrique d'atteindre les objectifs que nous savons tous, que nous nous sommes fixés, ceux de l'émergence, ceux de l'autodétermination, ceux de l'accomplissement. Donc, les hommes politiques ont un grand rôle à jouer et je leur dis beaucoup de courage parce que selon les États, les embûches varient, les challenges varient, mais aussi les opportunités varient. Donc, nous sommes de ceux qui ne baissons pas les bras. Nous n'allons jamais baisser les bras parce que, comme l'enseignant l'a dit, ce n'est pas qu'une affaire de pouvoir, de nomination ou de titre, mais c'est une affaire de vision et nous devons atteindre l'objectif pour passer le témoin à plus jeune demain. Alors, cette Afrique-là, la CEDEAO est en train de marquer l'histoire et a réaffirmé son engagement à passer à la monnaie unique en 2027. C'est l'écho, vous commentez beaucoup l'actualité africaine, une monnaie unique pour cette partie de l'Afrique. C'est une option à saluer? C'est une option à saluer totalement parce que comprenez bien que les politiques sont adossées à l'économie. C'est-à-dire que pour partir de chez moi, arriver ici, j'ai besoin au moins de 200 francs de taxi. Si j'ai un véhicule, j'ai besoin de mettre du carburant. Donc il y a toujours un volet économique qu'il ne faut pas négliger. Et pour donc réussir votre projet à temps, vous devez avoir quand même une certaine maîtrise sur votre économie. Donc l'éco aujourd'hui ne sera pas la monnaie parfaite, mais elle sera la monnaie tampon, j'ai envie de dire la monnaie binaire, qui permettra d'avoir une assiette, le temps de réaliser nos projets et puis maintenant voir plus tard. L'option est très bonne parce que l'éco peut s'endetter en attendant que la Caisse de France nous libère. L'éco peut s'engager à sortir des fonds en attendant que la France nous libère. Donc c'est une très belle option. C'est une option qu'il faut saluer, mais je salue des deux mains, quoi. D'accord, on n'en parle pas beaucoup chez nous, en Afrique centrale. Non, c'est tout simplement parce que le logiciel en Afrique centrale, pour ma part, il est totalement biaisé parce que dès qu'on parle de la question de la monnaie, les gens se braquent. Ils ont l'impression qu'on est en train de se révolter contre la France, de dire qu'ils sont mauvais. Non, la France aujourd'hui est un partenaire à vie. On ne peut plus évoluer sans la France. Mais dans une relation de sagesse, d'intelligence et j'ai envie de dire de gagnant-gagnant, il faudrait aujourd'hui que les Africains de l'Afrique centrale comprennent bien que quand on parle de la monnaie, il y a un ensemble de dynamiques qui sont mises sur pied pour pouvoir adresser la question. L'éco est un message, j'ai envie de dire comme ça, pour l'Afrique centrale. Il faudra simplement que l'Afrique centrale écoute, observe et apprenne de l'éco. C'est-à-dire que si on vient essayer de faire des commentaires pour faire des commentaires, on n'aura rien compris. Donc, tout ce que l'éco va amener sur la table comme problème, difficulté, opportunité, l'Afrique centrale devra maximiser
la patience, le recul, la retenue, c'est pour mieux faire. Ce n'est pas pour revenir dans les différents travers. Donc j'ose croire que l'Afrique centrale aujourd'hui est en train d'observer l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, et demain va nous sortir la carte majeure, j'ose croire. D'accord. Bertrand Bama, un mot justement sur cet engagement de la CEDEAO à passer à la monnaie unique dès 2027 avec l'éco. Vous savez, la puissance d'un pays, comme le docteur a bien rappelé, repose sur son économie. Et déjà, cette initiative de la CEDEAO va permettre de donner une crédibilité d'abord à l'ensemble des pays qui constituent cette Afrique de l'Ouest-là. Et la CEDEAO pourrait aller même dans les duels, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan commercial, parce que ça aura aussi une incidence sur le plan commercial. Donc, le fait déjà d'avoir une monnaie unique va favoriser également les échanges entre l'ensemble des pays qui constituent cette CEDEAO. Et maintenant, avec l'extérieur, avec le monde, vous savez, cette monnaie ne va pas seulement se limiter là. Le docteur a si bien rappelé, c'est une monnaie tampon. Donc c'est la transition en attendant qu'on se sépare. Donc c'est un divorce amorcé progressivement que la CEDEAO est en train de faire. En attendant d'acter définitivement. Et moi je salue cette initiative là. Et que l'ensemble, en fait, dans la sous-région Afrique centrale, que les chefs d'État se posent également la même question que comment imiter également cette CEDEAO? Comment nous pouvons aller aussi vers une monnaie unique. Et pour cela, il faut taire les égos. Il faut taire les égos, il faut laisser... Il faut déjà que votre communauté soit huilée. Vos sommets ne se tiennent pas toujours comme ils doivent se tenir. Il y en a qui choisissent d'y aller, d'autres font comme si ça n'existe même pas. Les résolutions ne sont presque pas appliquées. C'est le manque, vous voyez donc, ce manque de crédibilité-là. On organise des sommets, d'autres viennent, d'autres ne viennent pas. On ne prend pas la chose à cœur. Et je vous dis, Jean-Jacques, il faudrait également que nos chefs d'État qui sont complices de cette affaire, parce qu'il y a d'autres qui veulent que nous restons toujours dans le franc CFA. À cause des petites, je ne sais pas ce qu'ils entretiennent là-bas avec certaines puissances. Peut-être pour se maintenir au pouvoir, parce que d'autres ont peur également que le fait qu'ils vont attaquer la monnaie, en fait, leur maintien au pouvoir sera un peu en danger. Et vous voyez que ceux qui ont peur de cela, ce sont ceux qui n'ont pas eu le pouvoir du peuple, ceux qui sont passés par d'autres voies tordues que nous connaissons, qui ont peur d'attaquer ce problème de monnaie. D'accord, accueillons Georges Parfait-Oundi. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au panel. Merci d'être là. La CEDEAO a réaffirmé son engagement justement à passer à l'éco en 2027. Quel éco? La véritable critique qu'il y a eu sur cette nouvelle monnaie, cette monnaie qui s'annonce en Afrique de l'Ouest, peut-être je n'ai pas suivi le docteur lorsque j'entrais, mais si je m'en tiens à ce que mon copanéliste qui a pris la parole après a dit, moi ce qui me dérange un peu avec cette histoire d'éco, c'est que nos monnaies, en fait presque toutes les monnaies sont adossées sur quelque chose. Et je vous ai suivi dimanche sur ce plateau, dans l'émission que vous tenez le dimanche, où les gens parlaient par exemple des réserves d'or qu'il faut amasser pour adosser l'argent de la nouvelle monnaie, les monnaies que nous voulons nous constituer, sur quelque chose de solide. Et l'éco est, si on fait de l'éco juste pour changer le nom du franc CFA et devenir l'éco et continuer à constituer des réserves dans le trésor français, moi je crois pas qu'on a fait une grande mutation. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'éco va proposer? L'éco sera adossé sur quoi? Ou l'éco va vraiment se constituer en une monnaie qui sera l'équivalent du dollar, de l'euro, du yen et de toutes les monnaies qu'on connaît sur les marchés internationaux, tant mieux. Mais si on va à l'éco pour encore adosser peut-être l'éco à l'euro, je crois qu'on n'aura pas franchi un grand cap. Donc, moi, je n'ai pas toutes les données en ce qui concerne l'éco, je l'avoue. Mais je veux bien savoir sur quoi est-ce que les pays de l'UEMOA vont adosser leur éco. D'accord, il y a encore ces questions-là. Oui, Jean-Jacques, je peux ajouter, en Afrique de l'Ouest, ils font tellement bien les choses qu'il faut saluer cette activité. Premièrement, regardez les principales richesses dont regorge l'Afrique de l'Ouest sont non seulement encadrées, mais mises tellement en exergue qu'on ne peut pas jouer avec. Le cacao notamment. Les 7 pays producteurs d'Afrique, dont la majorité sont en Afrique de l'Ouest, sont décidés et résolus aujourd'hui à changer la donne. On n'exporte plus nos produits, on décide de les transformer localement. Aussi, notamment qu'il y a 3 pays qui sont allés se constituer en Afrique, en AES. Et ces pays-là ont des réserves en or et en beaucoup d'autres pays ne font plus partie de l'UEMOA. Je venais au deuxième volet, c'est intéressant, c'est très intéressant. Vous avez vu qu'il y a le président en exercice de l'UEMOA
c'est le président Diomaye qui lui avait dit qu'il est disposé à engager une connexion avec l'AES. Parce que justement, l'Afrique ne doit pas se diviser. Et vous allez remarquer que rien ne se fait au hasard dans la dynamique de l'émergence dans laquelle certains pays africains sont aujourd'hui et d'autres doivent s'arrimer. Donc oui à la question de l'or, oui à la question de nos ressources internes qui sont répertoriées. Et aujourd'hui, la dynamique des échanges est une dynamique de production locale et d'exportation limitée. L'Afrique de l'Ouest le fait tellement bien. Vous verrez que d'ici 5 ans, ça va changer complètement. Parce qu'eux, ils sont dans un construit. Donc votre préoccupation, elle est légitime. C'est qu'il faudra que la monnaie soit adossée à une réalité internationale et ils vont plus loin. Le partenariat avec les États-Unis aujourd'hui, ça s'est adossé à la réserve fédérale. Donc dans la dynamique de l'Afrique de l'Ouest, je vous promets, faisons leur confiance. Ce qu'ils sont en train de faire doit être un message pour l'Afrique dans sa globalité si nos leaders veulent effectivement que les choses aillent mieux. La volonté politique va faire le reste. D'accord, on va suivre attentivement cette actualité. C'était juste une petite fenêtre internationale pour soulever et relever cette information qui est capitale. Je suis d'accord avec ceux qui ont dit que c'est peut-être la première partie. On est en train d'aller vers quelque chose. Il y a un premier pas qui est en train d'être franchi du côté de l'Afrique de l'Ouest. On va aller dans les kiosques maintenant. Permettez que nous accueillions avec beaucoup de bonheur d'ailleurs Viviane Andrea qui nous retrouve sur ce plateau. C'est pas pourquoi vous ne souriez pas. Vous ne souriez pas, Georges, parfait. Ça va, mais toi, faut pas voir. Parfois, on sourit dans le cœur. Ah, vous souriez dans le cœur? Parfois. Il faut m'apprendre ça. Ça s'apprend de manière très chimiotactique. D'accord. Donc, je vais vous dire. Bon, bref. Vous avez failli commencer, hein? J'ai failli commencer. Et là, vous êtes en direct. Et là, vous êtes en direct. Allez, c'est ça la bonne ambiance de le grand soir, notre échange vespéral qui accueille Viviane Andrea pour nous faire découvrir ce que la presse camerounaise a proposé depuis ce matin. Viviane, encore toutes nos félicitations pour le magnifique trophée gagné il y a de cela quelques jours. Tenez bon, j'ai vu dans votre bureau, il y a une série de trophées déjà. Il commence à manquer de place. Ça fait 7. Ça fait 7. Et il y en a 5 à la maison et 2 au bureau. Et nous ne sommes qu'en juillet. On est qu'en juillet. Merci. Que nous propose la presse camerounaise depuis ce matin? Et justement, nous ouvrons la revue de la presse de ce soir avec le premier journal, le quotidien Info Matin de Dieudonné Mveng qui nous parle de fausses polices associatives. Pour la Tangandji met fin à l'imposture dans son arrêté ce 21 juillet. Le ministre de l'administration territoriale interdit aux membres des organisations à but non lucratif présentes sur le territoire national de porter ou de détenir des tenues, insignes et attributs ressemblant à ceux de forces de défense et de sécurité du système des Nations Unies. L'information est à retrouver en pages 2 et 3. Cameroun Tribune nous garde dans la même actualité, liberté publique, ces associations à la dérive. Certaines organisations pourtant légales se détournent parfois de leurs objets pour mener des activités contraires à la loi. Les autorités mettent en garde contre ces dérapages. Dans un arrêté signé hier, le ministre de l'administration territoriale interdit le port et la détention d'attributs, tenues, insignes ou tout autre signe distinctif semblable à ceux des forces de défense et de sécurité et du système des Nations Unies. En page 5, vous aurez plus de détails. Le tri-hebdomadaire La Météo nous parle de Kamwata et ses nouvelles performances. Le directeur général a ce 21 juillet à Yaoundé ouvert un atelier national stratégique de relèvement des performances, occasion pour le docteur Blaise Moussa de proposer une nouvelle doctrine fondée sur la responsabilité, la redevabilité, la culture du résultat, le pilotage par les données, l'amélioration continue et l'esprit d'équipe. Objectif faire de cette entreprise publique une structure de référence performante, innovante, responsable et résolument tournée vers la satisfaction des populations. La suite, c'est avec Panorama News qui nous garde dans la même actualité. La Kamwata à l'assaut des performances qui transformeront donc la déserte en eau potable dans nos ménages. Ouvert le 21 juillet 2026 à United Hotel de Yaoundé, l'atelier national stratégique de relèvement des performances de la Kamwata qui se poursuit jusqu'au 24 juillet marque une étape décisive dans la transformation de l'entreprise publique de l'eau. Et c'est dans un contexte d'importants investissements engagés
par l'État pour renforcer l'accès à l'eau potable. Le directeur général, le Dr Blaise Moussa, a donc fixé les nouvelles orientations stratégiques de la Kamwata, fondées sur la culture du résultat, la responsabilité, la redevabilité et le pilotage par la performance et l'amélioration continue. En page 3, retrouvez toutes ces informations-là. Autre actualité, autre angle, la Kamwata, une fois de plus, qui lance un pacte de la performance pour mieux servir les populations. C'est du 21 au 24 juillet 2026. La Kamwata réunit à United Hotel tous ses responsables pour l'atelier national stratégique de relèvement des performances en ouvrant les travaux du directeur général, le Dr Blaise Moussa. Il a appelé à une transformation profonde de l'entreprise. Avec le grand titre, nous parlons une fois de plus de la Kamwata. Le docteur Blaise Moussa accélère la culture de la performance. Ce journal nous renseigne qu'à Yaoundé, le directeur général de la Kamwata, Blaise Moussa, a lancé ce mardi 21 juin un atelier stratégique destiné à renforcer justement la performance de l'entreprise. Information à retrouver également en page 3, 4 et 5. Avec mutation, nous changeons de registre et nous parlons d'Université Saint-Jean-Paul II en classe brigandage située à la Tortue. Suite à la torture de Ahmed Mouchingan, pensionnaire de cet institut universitaire, un réseau d'étudiants a été démantelé. Ils sont en outre soupçonnés de vol de matériel de l'institution en chantier qu'ils revendraient en ligne sur une page Facebook. En page 5, retrouvez plus de précisions. Une menace en remontant le fleuve Union. Retrouvez également cette information en page 7 de ce journal. Le jour que nous propose Aman Mana nous parle de 25 femmes africaines. Les 25 femmes africaines les plus influentes du monde nous sont donc présentées en page 11 du journal Le Jour. Et au bas de une, appel massif à la limitation des mandats présidentiels. L'information est à retrouver en page 3. Le Messager nous parle également d'une actualité intéressante, souveraineté sanitaire africaine. La voix du Cameroun à Accra, au Nigeria, à la session extraordinaire de la au Ghana. Voilà, merci. Voilà, à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le Minsanté renseigne sur l'empreinte et l'expérience du leadership camerounais. Au bas de une, différence CEDEC COBAC. Le journal nous renseigne sur la gare au discrédit. Voilà, nous renseigne sur cette actualité en titrant gare au discrédit de la CEMAC. Nouvelle expression législative et municipale. Le FCC debout pour les nouvelles batailles. Et au bas de une, Kylian Mbappé souillé d'or. Voilà, soulier d'or. Avec la nouvelle, nous parlons de déstabilisation. Le BI face à la désinformation. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Au bas de une, Ili et PCO SNH, 250 milliards en moins dans le budget. En page 5 et 9, retrouvez les détails. L'économie de Thierry et Kouti nous parle du port en eau profonde de Limbé et analyse la construction qui tarde à se concrétiser depuis 15 ans. La première étude de planification a été commandée en 2010. Depuis lors, le projet piétine sans qu'aucune communication officielle ne soit faite sur ce qui bloque. Le journal nous renseigne également que ces entreprises qui se sont déjà manifestées pour les travaux. Et nous fermons cette revue de la presse avec Diapason qui revient sur CEDEC et COBA. Comment sortir de la crise? Le directeur général de CEDEC, Richard Evina Obam, dans sa tribune, parle des voies de recours qui doivent être exercées et que triomphe l'état de droit et la bonne gouvernance. C'est également sur le docteur Alain Koyok, expert international en gouvernance financière, et propose une solution institutionnelle en 5 points. Retrouvez ces informations dans ce journal Diapason. Merci Viviane, merci de nous faire découvrir cette abondante actualité développée par la presse camerounaise. On se donne rendez-vous demain? Demain, si peut-être Dieu, merci. À la même heure. À la même heure. Avec le même sourire. Merci, bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. On revient donc à nos invités ce soir. Chacun aura à réagir sur un sujet ou deux qui ont retenu l'attention de nos invités. On va commencer par Bertrand. Bertrand, quelle une a retenu ton attention? L'activité que mène le ministre de l'administration territoriale sur la fermeture de cette association, de plusieurs associations d'ailleurs, qui utilisent illicitement les insignes de l'armée camerounaise, qui utilisent illicitement les insignes des Nations Unies.
C'est Info Matin qui en parle ce matin en indiquant justement que c'est une affaire de fausse police associative. Il paraît qu'il y a des associations qui brillent par l'utilisation de ces uniformes et autres qui pourraient s'assimiler à ce que l'armée, aux tenues de l'armée camerounaise et même des Nations Unies. Oui, Jean-Jacques, mais moi, il y a quelque chose qui m'écoeure un peu. Vous savez, lorsque vous voulez créer une association, il y a toute une documentation que vous devez fournir. Il y a votre règlement intérieur, il y a vos statuts. Mais comment c'est maintenant qu'on vient constater que cette association-là utilise les... Est-ce que les uniformes apparaissent dans les statuts? Non, quand vous déposez le dossier? Non, bon, quand vous déposez le dossier, Jean-Jacques, il y a le nom de votre association, il y a le logo qui apparaît. Il y a le contenu de vos activités également. Donc, je pense que tout ça apparaît dedans. Non, pas les tenues en fait. Je dis le contenu apparaît, les objectifs. Je parlais des tenues. Ce qui fait problème. Oui. Ça Une association à quelle tenue? Moi j'ai une association. Le comité de développement chez moi, on a mentionné à aucun moment quelle est la tenue qui va avec. Ça, c'est pas les insignes apparaissent dans le dossier. Tout apparaît. Le logo, je suis d'accord. Le sigle, oui. Mais là, on parle des uniformes. Oui, vous avez vu les gens de ces associations, là, vous ne les connaissez pas. J'ai vu. Il y a des galons qui ont des bérets et tout. Oui, j'ai vu, Jean-Jacques. Oui. Mais ce qui m'étonne donc, c'est que c'est aujourd'hui, cette association-là n'a pas été créée. Elle existe. Donc on doit laisser parce qu'elle existe depuis. Non, je suis en train de dire ceci. Non. Mais qui a légalisé cette affaire? C'est là le problème. En fait... non, moi je ne pense pas que le sujet soit sur la légalisation. Non, le problème, Jean-Jacques, suivez. Oui, docteur, peut-être un mot là-dessus. Oui, si vous permettez, Jean-Jacques, si vous permettez... On parle bien oui. de porter, il aurait été de porter ou de détenir des tenues, insignes et attributs ressemblant à ceux des forces de défense et de sécurité et du système des Nations Unies. On se connaît. Ça peut être radicalement différent de ce qui est dans votre dossier. Voilà. En fait, le ministre fait bien de rappeler cette problématique qui est réelle. Parce que j'appartiens à une association qui est la CONAS Chaplains, qui est en fait un corps d'aumônerie dans le social et tout ce que ça comporte, qui est venu au Cameroun depuis 2000. Depuis 2020, autant pour moi. Depuis 2020, tout un dossier a été déposé. Maintenant, la CONAS Chaplains est reliée aux Nations Unies comme association caritative qui exerce dans 52 pays au monde et qui a donc une tenue, parce que ça a été créé par un général d'armée qui allait en retraite. Il y a une tenue militaire chez eux. Quand le dossier est déposé ici, jusqu'à la tenue militaire, c'est déposé, c'est en photo, tout. Seulement, le MINAT a raison parce que les accords n'ont pas encore été donnés à ces associations du port de tenue militaire et autres. Ça, le MINAT a raison. Mais tout un dossier est déposé, toutes les informations détaillées sont déposées, avec même, parce que c'est l'élément dernier que nous avait demandé, une proposition de tenue qui n'est ni la tenue de la police, de l'armée, ni la tenue des services de gardiennage, qui est jaune. Il fallait proposer autre chose. Et ça a été fait pour le moment, on a demandé d'attente. Ça, c'est le cas de la CONAS Chaplains, qui ne sera pas épinglée dans ce contexte, parce que d'autres sont arrivés, mais la tenue de la police, par exemple, qui est bleu ciel, bleu marine, avec naturellement, tous ces conseillers de l'ONU, ils ont le droit de le porter, mais ils doivent avoir l'autorisation avant de le faire. Bon, c'était la petite nuance que je voulais apporter, c'est que toutes ces associations ont déposé effectivement le dossier et doivent attendre que le MINAT dise oui ou non, parce que l'État peut dire non. Le fait de porter et d'insister ressemble à une façon de forcer la main. Là, pour ce cas-là, je suis d'accord avec le MINAT, mais je continue de souhaiter qu'on peut rentrer dans un État qui encadre et qui a quand même une approche pédagogique avant la sanction. Si on avait répondu à cette préoccupation depuis, on ne serait plus là. Parce que quand vous allez au niveau des enquêtes de moralité, on vous parle de Mida, qui est arrivé, qui a commencé comme ça, et puis a porté... Donc, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas? Qu'est-ce qu'on ne vérifie pas? J'espère que le MINAT aujourd'hui, en faisant cette communication, prend des mesures en amont pour dire non, on ne veut pas de ça ici chez nous, et ce sera le droit du Cameroun, soit on veut ça, mais dans tel cadre ou contexte précis. Donc voilà un peu. D'accord. Je voulais ajouter que pour moi, en revenant donc sur l'attitude du ministre, je ne conteste pas cette attitude-là. Moi, je suis d'accord qu'il ferme cette association. Les gens ont été abusés il y a peut-être 6 ans.
par Mida, où on disait, vous venez donner de l'argent, on va multiplier, on va vous faire une formation militaire, et qui portait des insignes des nations. Je dis, Mida a frappé des jeunes. Ouais. Mida, et je vous parle parce que quelqu'un est venu me dire que donne-moi ton argent, je vais aller mettre là-bas, Mida. Bon, c'est bien après que, en menant mes petites enquêtes, je découvre que, mais attends, ce sont des escrocs. Et je pense que l'État avait pris vraiment les mesures qui, en fait, les mesures appropriées pour que Mida soit fermé, même comme l'argent n'avait pas été restitué, puisque je pense qu'on m'avait donné, on m'avait remboursé ses 22% ou ses 20%. Non, au moins. Oui, Au moins. on m'avait même remboursé 20%. Genre, si je n'étais pas futé, je n'allais pas avoir ces 20% là. Donc, on s'est piégé dans les Oui, affaires. on m'a piégé dans les affaires. Donc, bon, on m'a piégé indirectement. L'affaire dans l'affaire. Vous êtes en train de réveiller, c'est ça qui attendent cette affaire-là depuis On m'a longtemps. piégé indirectement. Donc, je pense que cette action-là, et j'ai toujours dit ici, sur ce plateau, que j'apprécie les actions du MINAT. Donc, je pense qu'il faut assainir ce milieu des associations. Parce qu'il y a d'autres associations, aujourd'hui on parle des insignes militaires, il y a d'autres qui font dans le trafic d'ossements, il y a d'autres qui font dans le blanchiment d'argent. Donc, je pense qu'il faut vraiment veiller. Il ne faut pas seulement se limiter sur les insignes, mais il faut aller au-delà, il faut veiller, il faut assainir ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève et dit, créons des associations. Et vous-même, vous voyez sur les photos, on voit des armes, on voit des insignes. Un jour, vous pouvez être chez vous, vous pensez que c'est un policier qui est arrivé, qui vous dit seulement allons-y. Et on est nombreux à ne pas toujours maîtriser. Tout le monde ne maîtrise pas un peu. Et des gars différents corps. et des gars qui peuvent même créer des problèmes au sein du territoire. Oui, on va accuser d'autres. D'accord, merci. Georges, il y a un sujet qui t'a intéressé? Oui, je voudrais quand même ajouter un mot sur cette histoire de ces gens qui portent des insignes paramilitaires et tout le reste pour dire que le problème n'est pas tant au niveau de la tenue. Je trouve le communiqué ou la sortie du MINAT un peu incomplète parce que c'est dans la pratique. Si ces gens-là n'étaient pas allés arnaquer des gens sur le terrain, ils se seraient toujours baladés avec leur tenue et leurs armes et tout le reste. C'est parce qu'il y a eu des plaintes à un autre niveau qu'on est allé les prendre. Donc, qu'on dise que les gens ne doivent plus juste porter des tenues qui s'apparentent, ça suffit pas. Clair. Il faut entrer en profondeur et interdire que des gens aient des comportements qui s'apparentent Moi, je pense qu'il aux faut, services de sécurité. il faut agir assez tôt. Parce que vous vous souvenez, avant qu'on impose peut-être la tenue aux vigiles, C'était la même chose déjà. C'est la même chose. Il y avait des gens super équipés. Après qu'on ait vécu ce qui s'est passé au Congo avec les Cobras, les Cobras Nadja, et tout le reste, les milices qui sont nées. Voilà, Oui. les milices sont nées à partir. Parce que ces gens-là, il faut dire qu'ils ont un entraînement qui est pratiquement un entraînement paramilitaire. Avec tout ce que cela comporte comme garde rapprochée et tout le reste. Il ne leur manque généralement que le maniement des armes. De certaines armes. Parce qu'au départ, on se souvient qu'à une époque, il y a des sociétés de gardiennage ici où les vigiles avaient des PA, des pistolets automatiques. Donc moi, ce qui a retenu mon attention, c'est cette histoire de EPCO et SNH. Oui. Au-delà du fait que nous ne pouvons plus liquéfier notre gaz et qu'on aura des pertes de 250 milliards, il y a un problème qu'on évite au Cameroun depuis un moment. Il y a certaines personnes qui essaient de l'aborder. C'est le statut de la direction générale, de l'administration direction générale de la SNH. On a fait toute une thématique là-dessus il y a cela 2 dimanches. Oui, bon, maintenant on est au grand soir. Qui gère la SNH? Qui gère la SNH? Il faut qu'on nous éclaircisse un peu. Il y a un certain flou. On a l'impression que c'est d'ailleurs un flou entretenu et très bien entretenu. Au point où on se retrouve, ça fait un moment. On ne voit pas l'ADG qui a été nommé par décret présidentiel depuis 93. une trentaine d'années et tout le reste là. On ne le voit pas du tout. On voit une personne qui s'affiche comme étant à la direction générale de cette entreprise, qui est une entreprise qui constitue le poumon essentiel de l'État en termes d'entrée d'argent et de participation au budget du pays. Donc il faudrait qu'on éclaircisse avant qu'on arrive à ce bateau qui liquéfie notre gaz qui est parti. Et justement, vous avez parlé de ce problème-là ici dimanche. J'ai suivi quelqu'un dire, on aurait pu acquérir notre propre bateau depuis des années. Pourquoi on ne l'a pas fait? Et pourquoi est-ce que nous ne réfléchissons jamais dans l'anticipation? Aujourd'hui, nous nous plaignons de perdre 250 milliards par an. Et c'est parti pour au moins 6 ans avant que le Cameroun puisse encore avoir un contrat dans le sens d'acquérir ou de louer un bateau qui va faire le même travail. Donc je crois que ce problème-là est un problème qui doit être mis sur la table, peut-être même chaque week-end, comme c'est les débats du week-end qui intéressent beaucoup le peuple, chaque week-end ou à chaque occasion,
pour qu'on nous dise exactement ce qui se passe à la SNH, parce que depuis, on est dans un flou total. Voilà la vidéo qui circule hein, sur oui, moi, j'attends les menaces, j'attends que les menaces se concrétisent. Donc, faites attention aux menaces. Hein. J'assume ce que je dis aujourd'hui. Ne touchez pas Adolphe Moudiki, ne touchez pas Paul Biya. On veut juste le voir avec les yeux et nous, on ne demande pas grand-chose. On veut au moins le voir. Moi, je retiens. Non, mais ce serait clair quand même. Hein. C'est quand même la SNH. Elle a dit que c'est les patriarches. Moi, c'est le côté là. Les icônes. Les icônes, et on respecte ça. Le reste qu'elle dit là, ça la concerne. D'accord. Encore que ça n'a jamais été notre volonté que de toucher les icônes et les patriarches. Donc c'est la police. Qu'on sache qui gère cette entreprise qui est fondamentale, qui est importante pour l'économie de notre pays. Émile Messi. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Mon retard. Pour dire qu'en venant là tout à l'heure au journal de 17h, il y a quand même eu du nouveau à la SNH. Il y a eu 2 importants décrets nommant ces 2 membres du conseil d'administration de la SNH. Je crois que là, nous sommes vers une réelle redynamisation de cette structure. Donc, en nommant déjà, je crois que c'est Sabi Kanda et Emmanuel et un certain Yerima Abdoulaye. Donc, je crois que par rapport aux inquiétudes, le chef de l'État est suffisamment conscient. Mais ce n'est pas encore réglé. Le début est là, comme je vous On sait que le conseil d'administration a du mal à fonctionner. C'est pour ça que je vous dis tout un PCA a été interdit d'entrer à la SNH. La nomination de ces 2 membres, on peut penser que nous allons exactement vers là. Donc je pense que... On est quand même d'accord que ce qui se passe est incroyable. Ce n'est pas incroyable, c'est des Camerounais en fait. Donc les Camerounais font des choses incroyables. Le PCA, c'est président Gongo. Ce sont nos ministre d'État, secrétaire général de la présidence, PCA de SNH, qui ne peut pas tenir un conseil. Donc c'est les Camerounais. Je crois que le président, en posant cet acte cet après-midi, nous y allons vers là. D'accord. Conseil d'administration qui va décanter et régler beaucoup de situations. Le problème merci. De la supervision de la SNH ne se pose pas. On est au niveau de la gestion opérationnelle de la SNH, qui est la direction générale et tout ce que ça comporte. Qu'on fasse un mouvement au conseil d'administration, ok, on prend. Vous nous demandez de croire, d'accord. On va croire, on espère, c'est le mandat des espérances. Espérons. C'est un signal très fort. Espérons. Merci pour le signal fort. Raoul, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Mes amitiés et les honneurs, n'est-ce pas, renouvelés des grands amis que je retrouve avec beaucoup de joie autour de ce plateau. Je voudrais, vous savez, nous parlons, n'est-ce pas, de la multiculturalité de notre République. Je dis un fervent bonsoir également aux populations de FETAP, n'est-ce pas? FETAP. Oui, de FETAP, qui sont en train de préparer un méga congrès pour le mois prochain. Je dis bonjour parce que l'un de leurs jeunes-fils est si présent, n'est-ce pas, prototype même de l'intégration nationale, a été élevé à un certain rang de dignité de ce côté, et donc il n'était pas possible que nous commencions cette émission sans faire cette remarque. Alors vous êtes dans les droits de l'homme, la question qui était abordée, voilà, allons-y. Justement, je disais, cette question touche de manière directe à notre fonctionnement à nous. Vous avez une de mes photos où je suis, n'est-ce pas, dans une tenue bleue, avec l'insigne de mon organisation sur la gauche, oui, qui est proche, n'est-ce pas, du logo des Nations Unies. Et cependant, on ne peut, pour ce qui nous concerne, on ne peut nous interdire d'arborer, n'est-ce pas, ce logo. Pourquoi? Parce que en matière, n'est-ce pas, de déclaration au niveau de l'OAPI, lorsque vous venez déposer, n'est-ce pas, une création, l'OAPI se donne le devoir de vérifier que ce logo que vous déposez et que vous devez défendre, protéger, que vous voulez protéger, ne sera pas attaqué. Ce n'est qu'après cela qu'on vous délivre, n'est-ce pas, une autorisation d'utilisation de ce logo. Donc à partir de ce moment, dire se lever dans un État. Vous savez... Mais l'OAPI dit que votre logo ne sera pas attaqué parce qu'il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Ça s'arrête là. Maintenant, le rôle de l'État va au-delà. C'est important de rappeler qu'à partir de ce moment, un État ne peut pas se lever et vous interdire d'utiliser ce logo sous le fallacieux prétexte... Sous le prétexte. Sous le prétexte, oui. que cela serait proche. Pourquoi?
Si vous vous présentez chez moi avec votre insigne qui ressemble aux Nations Unies, vous pouvez me tromper. Vous pouvez malheureusement, il ne revient pas à chaque organisation, n'est-ce pas, de définir le fonctionnement de la République ou de la conception du peuple. D'où l'intervention du régulateur. Il s'agit donc du régulateur de jouer son rôle. Le rôle d'un gouvernement, c'est d'anticiper. Anticiper, c'est quoi? C'est former la population. Indiquer, avoir des émissions où on peut venir vous dire à chaque jour, on doit apprendre au citoyen lambda qui va à l'école, à l'enfant. Vous voulez compliquer la vie du citoyen. Non, nous ne voulons pas compliquer. On doit apprendre à retenir ce qui est essentiel. On va légaliser un logo à loi, pays donne-t-il le quitus de l'utiliser dans un État, même si l'État trouve que ce logo-là est peut-être... Nous disons que si c'est un logo qui appartient aux Nations Unies, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Mais s'il ressemble et qu'il a été effectivement légalisé, protégé par vos soins auprès de l'organisme régulateur, je pense que vous êtes dans votre bon droit. Maintenant, je disais quelque chose qui est important. Un peuple ne s'encadre pas uniquement du bavardage ou du verbiage. Un peuple s'encadre d'éducation. On apprend aux enfants à partir de la Britannie ce que c'est que le civisme. On dit, voici, il existe 3 corps, 4 corps habillés chez nous. Les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, machin. On vous dit tout ce que... Et on vous présente à partir de l'éducation primaire. À partir de l'éducation primaire, pour permettre aux enfants de se sentir ancrés, n'est-ce pas, dans les valeurs civiques et citoyennes. Mais si vous vous attardez sur la peur que cela peut faire, vous vous levez un matin, vous découvrez subitement les compétences de dire non. Les sociétés de gardiennage... C'est qu'il y a des dérives. Parce qu'il y a beaucoup de dérives. Ces usages qu'on en fait, c'est le problème. Non, malheureusement... Les utilisateurs de ces logos ainsi n'ont pas la bonne volonté que vous avez. Il s'agit pour nous de demander à notre... Même la police ne peut pas utiliser ces logos. Il ne s'agit pas d'utiliser les logos, il s'agit d'abuser de ces logos. Maintenant, l'anticipation dans la gouvernance impose que le gouvernement qui a des mesures de régulation quotidienne puisse, dès votre premier acte, vous interpeller et vous dire, monsieur, stop là. Ne pas attendre que ceux qui ont été présentés à la presse avec des armes à feu, avec du matériel militaire colossal, vous ne pouvez pas penser que ce soit parce qu'ils faisaient partir uniquement d'une association. Je comprends donc. Moi, je pense pourquoi il faut se méfier. Moi, je pense que nous retrouvons dans la rue, dans nos différents quartiers, des bonhommes qui se lèvent, qui sont des grands braqueurs. On les interpelle finalement un jour avec une arme à feu. Et lorsqu'une enquête minutieuse a été menée, finalement, on se retrouve à ce que cette arme appartiendrait soit à un militaire qui est décédé ou alors qui aura disparu, n'est-ce pas, de la ligne de suivi de nos forces de défense. Mais on est tous d'accord quand même que l'utilisation des insignes, des logos, il faut faire attention. Parce qu'il y a des loubas qui peuvent en profiter pour poser des actes malsains. Et c'est ceux qui appellent aujourd'hui le régulateur à sortir pour dire qu'attention, j'ai vu votre uniforme là, moi je sais pas. Oh non, nous n'avons pas ces uniformes. Moi je parlais de nos polos. C'est juste que la couleur est bleue et les Nations Unies. Et l'insigne de Bahuj se trouve avec une ressemblance, mais il y a bien notre dérivé Bahuj dessus, qui est écrit en rouge, rien à voir, sauf vraiment... Si vous débarquez à Doumentan avec votre uniforme dans un village... Non, c'est écrit dessus Bahuj. Il y a des corps qui naissent tous les jours et les uniformes sont renouvelés régulièrement. Moi, je crois aussi à côté de ça qu'il faudrait que toutes les associations arrêtent de croire à la chasse aux sorcières. Un État doit réguler, absolument réguler. Moi, de notre association, je suis un formateur des formateurs. Très souvent, je vais à l'étranger pour former. Je porte ma tenue uniquement à l'étranger. Je ne la porte pas ici. Ici, elle est rangée parce que je n'ai pas l'autorisation de la porter. Alors, si je la porte et que je suis prêt, la faute revient à qui? Ce n'est pas au MINAT. Parce que le MINAT n'a pas encore dit oui. Donc, les autres qui portent la tenue, c'est peut-être l'occasion de se régulariser
de retourner auprès du MINAT et d'insister que nous ne sommes pas de ces bandits, parce que c'est des bandits. Et aujourd'hui, c'est la semaine dernière, c'est des gendarmes, faux gendarmes qu'on avait arrêtés, juste au grade de colonel, pour dire. Donc aujourd'hui, le faux est partout, le faux est rampant partout, et il faudra qu'on accompagne les pouvoirs publics à la régulation. Donc il ne faut pas qu'on croie à la chasse aux sorcières, tous ceux qui sont sérieux, qui veulent bien travailler dans le social et autres, revenons au MINAT, allons expliquer qui nous sommes. Maintenant, quitte à lui de ne pas prendre acte, mais au moins, nous devons dire avec force que nous ne sommes pas de ces gens qui ont des armes et des couteaux et même des matraques. Non. Dans notre association, par exemple, ça n'existe pas. Notre seule arme, c'est la main dans la poche pour aider les autres. Il n'y a pas une arme quelconque. Je dis même un stylo compliqué, il n'y a pas. D'accord. Encore quand même au niveau des macarons et de je ne sais pas. Par exemple, le Lions Club n'a pas toute une tenue. Ça doit se réguler. Quelqu'un du Lions Club quand même. Ça doit se réguler. Oui, ça doit se réguler. Ça doit se réguler. Pas aussi extravagant. Mais nous, ce n'est pas le Lions Club aussi. Non. C'est un fonctionnement qui est international. Non, Non, pas international. Bon. Vous avez parlé de formation. On s'est compris. Chacun doit pouvoir respecter la réglementation. Maintenant, il faut bien expliquer aux uns des autres quelle est la différence entre vos insignes, les uniformes et les uniformes de nos hommes en tenue qu'on ne doit pas. Vous voyez que même nous, on nous a déchaussé un 20 mai ici à Yaoundé. On avait des chaussures là. Des Rangers. Tout à fait. On partait participer au défilé, on était étudiants, ils ont pris des cartons et des cartons de chaussures. Jean-Jacques, il suffit d'avoir une tenue qui a des relents militaires. Oui. Si vous passez au niveau de l'état-major de la marine, là, au niveau du carrefour intendance, on vous prend. Et c'est logique. Il y a plusieurs endroits. Il y a une loi d'ailleurs qui l'interdit. Les artistes qui pensent qu'ils peuvent venir se balader avec les tenues militaires, ils marchent avec nous. C'est régulé. Ce sont les associations nouvelles là qui se donnent l'envie d'extravagance. Mais sinon, avoir quand même une uniforme pour se faire identifier, en principe, c'est logique, c'est acceptable. Maintenant, de là à se faire confondre. Monsieur Gassam, on va réguler tout simplement. Monsieur, parlons politique à présent. La question, elle est posée. Les municipales et les législatives arrivent, même si on n'a pas une date précise, mais on est certain que c'est certain, et qu'on est plus loin. Le RDPC s'est mobilisé aujourd'hui au palais des congrès, et là-bas, on a essentiellement parlé de la préparation de prochaines consultations électorales. On a vu Jean-Michel Nitche mobiliser également avec le FCC du côté de Douala. Émile Messi, vous du RDPC, la rencontre d'aujourd'hui, c'est quoi? Le RDPC a lancé sa pré-campagne? Vous l'avez pourtant dit. Je voudrais que vous le disiez, c'est vous qui êtes le représentant du RDPC sur le plateau. Une rencontre qui vise tout simplement à remobiliser les troupes. Vous avez indiqué qu'il y a les élections législatives et municipales en vue. Les délais de prolongation sont connus de tous, donc chacun peut prendre sa loi et faire des calculs et voir à peu près quand le corps électoral sera convoqué. S'il s'agira d'une élection ou alors des élections couplées, tout le monde peut bien faire ses calculs, dont le calendrier électoral n'est plus caché et il est connu de tous, et qu'avant la fin de cette année, tout au moins, il y aura une convocation du corps électoral, probablement au mois de février. Vous voyez, pour dire que le RDPC n'attend pas la dernière minute pour élaborer ses stratégies. Donc, quand vous voyez la réunion du comité central aujourd'hui avec les acteurs qui étaient invités, vous comprenez par là que le RDPC ne dort pas sur les lauriers. Vous avez fait un parallèle avec la dernière élection présidentielle. Vous savez très bien que ce qui caractérise les deux élections, c'est que l'élection présidentielle est à circonscription unique. C'est-à-dire, on peut dire que tous les Camerounais votent dans une même urne. Qu'on soit à l'étranger ou un peu partout, c'est la même urne. La même voix compte dans la même urne. C'est totalement différent avec les municipales et les législatives. C'est-à-dire que les maires les conseillers municipaux vont se concentrer dans leur commune, les maires de leur circonscription électorale, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut tout simplement dire que l'élection présidentielle, qui était pour le chef de l'État, pour tous les Camerounais de l'intérieur que de l'extérieur, là maintenant, il faut définir des stratégies. Là où nous avons fauté lors de l'élection présidentielle, il faut remobiliser, il faut redéfinir les stratégies pour que, aux prochaines élections, que nous ayons toujours la majorité, soit à l'Assemblée nationale, soit dans nos communes. Vous voyez, donc le RDPC ne cache rien. Est-ce que c'est un RDPC serein
en faisant le même parallèle avec la dernière élection présidentielle où le président est vainqueur avec 53%, son plus faible score depuis les années 90. Est-ce que c'est un parti serein? C'est pour ça que je vous ai dit que cette élection, malgré la victoire, nous a appris beaucoup de choses. Que dans certains endroits, le RDPC a perdu. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Et là où nous avons perdu, on ne peut pas être serein. On doit redéfinir les stratégies, on doit remobiliser. Et il faut trouver les nouvelles stratégies. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Encore que là, maintenant, c'est des acteurs locaux, d'une manière ou d'une autre, qui sont concernés. Si je veux être maire, par exemple, au RDPC, qu'est-ce que je dois faire? Si mon parti m'investit, ça ne suffit pas. Je dois être en mesure de mobiliser pour obtenir une victoire. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, que dans le RDPC, la plupart des responsables des organes de base qui ont les mauvais scores à l'élection présidentielle, le parti ne les encourage pas. Ça aussi, c'est un critère. À la dernière élection présidentielle, vous êtes président de section. Quel est le score que vous avez donné au président? Nous, on regarde. Mais ces présidents de section vous demandent que la réunion que vous avez tenue à Yaoundé, pourquoi ce n'est pas avec nous qui gérons le parti à la base? Vous avez les chefs de délégation quand vous prenez qui les sont chefs de de nouvelles délégation, créations au niveau, et qui vont aller transmettre au patron du parti. Au niveau régional Oui. et au niveau départemental, associés aux chargés de mission, c'est leurs patrons qui sont associés. Ça veut dire qu'en temps Qui est le normal, patron? au niveau départemental, c'est le départemental qui est le patron. Le chef de délégation, il devient le patron. Ça veut dire qu'en temps normal, il devrait relayer les instructions, les hautes instructions du comité central. En temps normal. Au niveau régional, au niveau départemental, et maintenant, chaque départemental devra avoir, puisque la section regroupe l'arrondissement, regrouper les responsables de son département, non de chaque arrondissement, et les booster également, quitte à ce que chacun dans sa section également vulgarise la haute stratégie. C'est comme ça que ça se passe. L'essentiel de avoir tout le monde au même moment. Vous comprenez un peu? Donc, l'essentiel, c'est que les instructions qui sont données soient relayées. Justement, sur ces leçons à retenir la dernière élection présidentielle, il y a encore ces plaintes, Georges Parfait-Oundi, des chefs qui étaient les présidents de section, qui sont en train de se voir doublés par des chefs de délégation nommés. Eux, ils sont élus par la base à la base et qui auraient causé quand même beaucoup de frustration. Dans certaines circonscriptions, le RDPC a perdu parce que les élites de Yaoundé sont venues étouffer les élites locales. En tout cas, non, chez le parti. Il faut d'abord clarifier la situation. Il faut cadrer la situation. Nous avions des commissions communales. On est tous d'accord là-dessus. Et je ne vois dans aucune commission communale où le patron départemental est venu s'immiscer. Non. D'accord. C'était généralement les responsables politiques locaux, mais qui étaient coordonnés par le patron au niveau départemental. Le chef de la commission communale, c'était qui? C'était le ministre Angui. Soit c'est l'élite locale, soit c'est le patron politique local. C'est la local. question que je soulevais, Georges Parfait. Oui, ce qu'il faut regretter un peu, c'est qu'on a cru, dans les années 88 très exactement, où le président national du RDPC à l'époque avait décidé que la base allait choisir qui allait la représenter. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait un député qui était député à l'Assemblée par acclamation dans l'Union Infoumou, qui avait été débarqué à cette époque-là. Bref, plusieurs pontes du régime de l'époque avaient perdu leur poste sélectif parce qu'on ne les cooptait plus directement au comité central du RDPC à l'époque. Et on a l'impression que le RDPC revient à ses anciens démons de l'UNC. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent à passer par le comité central pour se faire accepter par la base. Et je crois qu'il faut faire un distinguo entre l'élection présidentielle, qui est la rencontre d'un homme avec le peuple, et l'élection locale, c'est-à-dire les mairies et la députation, surtout même les mairies. Les gens dans un village peuvent choisir de ne pas voter pour le BIA, mais ils choisissent de voter leur frère qui est avec eux tous les jours, qui arrange les ponts, qui creuse les routes, qui, parce qu'il a un peu d'argent, il a un homme d'affaires, il s'occupe de tous les jours. Il peut être leur maire, quelle que soit la bannière sous laquelle il se présente. Il y a des Camerounais capables d'être élus maire ou député, quelle que soit la coloration politique qu'ils ont dans leur circonscription. Et à ce niveau-là, si le RDPC va continuer à s'embourber dans une administration excessive, parce que c'est de l'administration dont il s'agit, vous voyez un monsieur qui n'a aucune légitimité, parce que ayant bénéficié d'un décret à Yaoundé, il se retrouve chef de délégation du parti dans son village.
où d'ailleurs les gens le vomissent. Oui. Mais on dit, c'est lui qui vient donner les ordres au président du comité de base, au président de sous-section, au président de section, qui eux sont au quotidien avec les populations et bénéficient d'une certaine légitimité politique. Quand cela se présente et par le peuple les écoute. Quand le grand ministre, la grande élite qui vient de Yaoundé vient parler, on lui dit, tu es là-bas, tu ne nous fais rien ici, voici celui que nous connaissons. Et j'ai l'impression que le RDPC est en train de revenir à ces anciens démons-là où c'est Yaoundé qui dirige tout. On ne donne pas la possibilité aux militants de base de se sentir concernés dans ce qui, en fait, devrait le concerner. Et c'est ce qui se passe avec les municipales, les législatives, où, là où moi, je continue à le dire, là où Paul Biya a perdu pendant les présidentielles, pendant la présidentielle, quelqu'un peut gagner sa mairie tranquillement, étant toujours sous la bannière du RDPC. Il suffit juste que on laisse travailler la base, que la base choisisse ses représentants, tout simplement. D'accord, M. Ngassam. Sur cette question de l'organisation du RDPC, les leçons de la présidentielle, parce que la thématique est claire, est-ce que ce qu'on a vu à la présidentielle peut impacter les municipales et les législatives? Oui, mais avant, Jean-Jacques, permettez-moi, ce n'est pas une critique, mais c'est un rappel. Je suis Foué, fils d'Ngassam. Foué Ngassam. Voilà, c'est Raoul Foué Ngassam. C'est Foué, moi. Ngassam est mon paternel. D'accord. Père son nom. Alors, à la question, je voudrais également rappeler que là, vous vous adressez à un ex-candidat député dans le Foundi, candidat malheureux, malheureusement. Sous quelle bannière? Sous la bannière du PADEC. Je n'étais, n'est-ce pas, porte-parole. D'accord. Alors, Jean-Jacques, je pense que M. Ouvundi a chuté où le débat devrait avoir lieu. Ce serait une insulte que de penser que des citoyens qui ont eu à perdre une élection présidentielle dans leur circonscription, d'ailleurs, ce n'est pas eux qui étaient des candidats. Donc, pour avoir perdu, qu'on les lâche, croyant, aujourd'hui, se croyant dans l'obligation, n'est-ce pas, de renouveler les responsables à ce niveau, attendant de ces nouveaux responsables un résultat beaucoup plus brillant. C'est une injustice dans un premier temps et d'autre part, c'est même une incongruité. On devrait se questionner parce que, contrairement à ce qui se passe, c'est la base qui gère le parti. Ça ne devrait pas être le contraire. Le patron d'un parti, comme le patron d'une république, c'est la population. C'est-à-dire que vous êtes un dirigeant, vous n'êtes pas le commandant, vous n'êtes pas le patron. Votre patron, c'est celui qui paye les impôts, ces impôts qui vous payent. Au niveau du parti, votre patron, c'est celui qui vous donne sa voix. C'est lui qui devrait commander. Il vous dicte ses attentes. Et vous êtes élu pour pouvoir, n'est-ce pas, garantir la possibilité de respecter, de lui apporter le minimum pour améliorer les conditions de vie à cet endroit. Alors aujourd'hui, les élections municipales, législatives et autres, que nous appelons généralement les élections populaires, ces élections doivent être préparées. Et ce n'est pas le jour dit que ces élections sont préparées. Maintenant, ce n'est pas à partir de Yaoundé qu'on prépare une élection qui aura lieu à Balikumba de chez moi. Ce n'est pas possible. C'est là-bas que l'élection municipale, législative se prépare, avec des hommes et des femmes connus, contrairement à ce que d'autres peuvent penser, pas forcément parce qu'ils ont des moyens colossaux, financièrement parlant, mais généralement parce qu'on sait, avec garantie, qu'on peut jurer de certaines probités morales. C'est-à-dire, ce monsieur, là où d'autres nous ont trompés, nous le savons vrai. Nous pouvons lui faire confiance. Et ailleurs, vous venez sans moyens financiers. Les populations cotisent, les membres du parti et autres cotisent pour vous rendre financièrement à l'aise et permettre que votre projet politique puisse être, n'est-ce pas, puisse faire tache d'huile. Donc, pour faire simple, au jour d'aujourd'hui, je pense que chaque parti politique doit travailler, mais travailler en rang serré, tout en oubliant que les élections présidentielles qui ont eu lieu il y a quelque temps, ne pas oublier que les élections présidentielles, c'était un peu comme un essai, et les vraies
élections vont se jouer tout à l'heure. D'accord. Bientôt. Alors, sur quelle base? D'où la question sur l'impact de Dr Mbok. La présidentielle de manière caricaturale, c'est un président qui gagne avec 53%, une baisse par rapport aux élections précédentes. Il y a un candidat de l'opposition qui a 35%, qui est remarquable également. On peut repartir pratiquement après les années 90 si on exclut la performance de Froundi. C'est un RDPC qui perd dans 4 régions, dans l'Ouest, le littoral, le nord et la Damawa, et qui n'est pas formidable dans l'extrême nord. Est-ce que ces éléments peuvent être convoqués dans le cadre des municipales qui arrivent? Oui et non, mais je vais commencer déjà par le volet pédagogique parce que c'est aussi le but de l'émission. La première question qu'on est en droit de se poser après l'élection présidentielle, c'est pourquoi on vient en politique? Pourquoi les gens viennent en politique? Depuis le retour du multipartisme en 90, l'élection présidentielle en 92, on se rend compte que beaucoup de personnes viennent par opportunisme. Parce qu'ils ont vu une faille, ils ont vu une possibilité de se faire de l'argent et ils rentrent. Les bases de beaucoup d'hommes politiques et même de certains partis politiques sont déjà faussées. Et c'est quelque chose qu'il faut réparer. Ce n'est pas que le RDPC, c'est tous les partis politiques de cette nation qui doivent revenir sur les fondamentaux de la raison de sa présence en politique. On vient, 1, pour construire la nation, 2, pour répondre aux besoins de la société, et puis pouvoir passer le témoin demain. C'est-à-dire que je dois pouvoir faire quelque chose de tangible, de palpable, et pouvoir passer la relève, parce que toutes les grandes nations ont eu le bonheur d'avoir des grands hommes, qui, eux, avaient compris que la nation, d'abord. Deuxièmement, pourquoi un parti politique existe? C'est pour être une machine qui va vous accompagner dans une idéologie de bien-être des populations, de réussite sociale et de bonne gouvernance, tant générale que locale. Quand donc on a répondu à ces deux préoccupations-là, on vient donc à l'élection présidentielle qui était simplement la manifestation du ras-le-bol des populations, de la frustration des populations. C'est-à-dire que, comme mon copanéliste disait, vous êtes élu pour faire les routes, vous venez faire des adductions d'eau, pourtant à des rivières. On dit, mais on veut les routes, parce qu'on produit du plantain, du manioc qui périt ici. Pourtant, on veut un moyen d'évacuation. Vous venez réaliser toute autre chose. On dit, mais vous faites vos projets en consultant qui? Vous échangez avec qui? Vous parlez avec qui? La rupture entre le parti ou le candidat et la population a été consommée et ça s'est vu à cette élection présidentielle. L'incidence, donc, peut, à ce niveau, être très violente si ceux qui ont perdu ces élections ne montrent pas patte blanche en termes de retour vers les populations, parce que quand on fasse une très belle réunion à Yaoundé, c'est parfait, mais ce n'est pas eux qui votent. C'est pas eux, c'est pas ceux qui étaient au palais congrès là qui votent. Ce sont les populations à la base. Si on a fini de faire ce qu'on a fait et qu'il n'y a pas un retour, une concertation, un échange véritable avec la base, les conseillers municipaux et les députés, comme on dit au quartier, vont lire l'heure. Parce qu'aujourd'hui, les populations sont de plus en plus conscientes de leur pouvoir, de leur force, de leur capacité en termes de vote. Et là, c'est différent parce qu'on n'attendait pas 15 jours, comme l'élection présidentielle. C'est là. C'est là. Donc chacun sait que je viens là résoudre mon problème. Donc si un élu est encore perçu chez lui comme un problème, qu'il soit du RDPC ou de notre parti politique, c'est maintenant dans cet intervalle qu'il faut résoudre ce problème. Sinon la conséquence va être immédiate. Non, parce que j'entends certains dire qu'ils vont boycotter. Encore? Si vous osez boycotter, il n'y aura aucune incidence. Au contraire, c'est un boulevard pour les autres. L'autre côté, et là c'est l'administration que j'interpelle, il ne faut pas jouer au petit jeu de vouloir mettre le MRC de côté. C'est un mauvais jeu. De vouloir créer un problème dans le MRC et puis après le mettre à côté, on aura échoué dans la dynamique démocratique que le chef de l'État lui-même a annoncé. Je rappelle que c'est depuis 1990. Donc aujourd'hui, l'incidence va être violente si les hommes politiques, et je salue donc ceux qui sont sur le terrain, Madame Toumani Damjoya, Cabral Libi, et même le RDPC, il faut le reconnaître, tous ceux qui sont sur le terrain, il faut les saluer. Parce que c'est la chose à faire, être au taquet, être avec les populations et échanger avec elles. Surtout ne pas leur vendre le rêve. Parce que vous n'avez que 5 ans. Aujourd'hui au Cameroun, après 5 ans,
si vous n'êtes pas performant dans votre localité, vous allez être mis dehors. Les Camerounais ne peuvent plus laisser, ou alors se laisser embrouiller. On est au Cameroun, mais la radio que j'écoute, c'est la radio de Tchad ou de RCA. Parce que je n'ai pas d'antenne pour pouvoir avoir la CRTV locale dans mon village. Ce n'est pas normal. Donc, il faudrait que les hommes politiques fassent l'économie des problèmes dans les différentes zones et régions avec les populations, d'où la décentralisation est appelée, mais avec énergie et force. Et le pouvoir, donc, en place, devra monter patte blanche aussi, en permettant que cette décentralisation soit effective. D'accord. Donc, aujourd'hui, et je sors par là, le RDPC est attendu sur les actes et non les discours. Les autres hommes politiques sont attendus sur le dialogue, l'échange avec les populations et rien d'autre. Celui qui va aller plus vite, qui va mieux aller, pourra faire une grande différence. Bertrand Bama, sur les leçons de la présidentielle et l'impact qu'elle pourrait avoir sur les législatives, on parlait aussi des réunions du RDPC aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'un congrès. Pour le congrès, non, c'est pas un congrès. Il faut encore attendre. C'est pas un congrès. On prépare les municipales législatives, les élections locales, mais on la prépare avec des chargés, des chefs de délégation au niveau régional et au niveau départemental. Est-ce que ça ne remet pas au goût du jour la même problématique qu'on a eu ici à l'approche de la présidentielle, où la base se sentait un peu frustrée? Oui, Jean-Jacques, je vais revenir sur le point où j'avais chuté. Parlant de la présidentielle et sur son impact, est-ce qu'il peut avoir impact? Nous avons rappelé ici que le premier à l'élection présidentielle est arrivé avec 53%, le candidat Paul Biya. Le deuxième est arrivé avec 35%, le Issa Tirouma Bakari. Déjà, ces résultats auront un impact. Moi, je le dis. Pourquoi je le dis? Vous savez, Issa Tirouma s'est distingué comme étant le chef de file de l'opposition à cette élection présidentielle, avec ce pourcentage-là. Longtemps considéré comme le parti du Grand Nord, parce qu'on disait, bon, le parti de M. Issa Tirouma se limite dans le Grand Nord, mais vous avez vu, même dans le centre, dans le littoral, le gars, il a battu, il y a des bureaux de vote où il venait en tête. Ça montait déjà... Le littoral est pratiquement plus de 60%. Ça montait déjà que son parti est quitte à traverser les frontières du Grand Nord pour se retrouver dans d'autres régions, montrer son ancrage politique. Et déjà, Jean-Jacques, c'est un très bon lendemain pour ce parti politique concernant les élections municipales et législatives. C'est un très bon ou ça aurait dû être un très bon? Non, bon. Parce que là, on ne sait plus si le parti existe encore. Le président national a envoyé un message depuis la Gambie il y a quelques jours à le chercher. C'est un très bon lendemain pour le parti. J'ai dit parti. C'est un très bon lendemain pour ce parti politique-là. Ça a montré une très grande adhésion des Camerounais sur ce projet. Comme le docteur a si bien rappelé, il y a eu le ras-le-bol. Les Camerounais ne veulent plus des discours. Les Camerounais veulent le concret. Et deuxièmement, Jean-Jacques, le recul du RDPC. Vous avez vu, c'est un échec historique. 53%, ça montre que plusieurs Camerounais se sont désolidarisés du candidat du RDPC. Et vous voyez, qui était sur le terrain pour faire la campagne? On a les conseillers municipaux, on a les maires et les députés, ces mêmes gens qui vont se pointer dans quelques mois pour demander le suffrage de la population. Vous pensez que cette population qui vous a vomi, pourquoi? Parce que vous avez fait des fausses promesses, des promesses non tenues. Vous pensez que cette population pourrait encore vous accorder son vote? Moi, je pense que de ce point de vue, je ne pense pas que cette population peut encore adhérer à ce projet. Parce que nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe actuellement. Vous êtes en train de vouloir nous dire que le RDPC va mordre la poussière? Jean-Jacques, ce parti, déjà, la présidentielle était comme le mat de texte, comme un galop d'essai. Oui, un galop d'essai. Et municipal et législatif s'annoncent donc comme une bonne et vraie élection, Jean-Jacques. Et pour relever également un autre point, au sein même du parti RDPC, il y a des guerres internes. Vous savez, il y a des gens qui ont échoué lors de la présidentielle, qui veulent toujours rester là au pouvoir, les barons. Maintenant, il y a un autre courant, c'est-à-dire ceux qui veulent changer, ceux qui sont en train d'observer que non, si on laisse encore ces mêmes gars aller aux élections législatives et municipales, vraiment, l'opposition va nous racler. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement au sud.
lors des élections au conseil régional, du bureau du conseil régional. Vous voyez, donc les plus fermés du littoral, là, même au sein du parti, c'est pas là que ça commence. Donc l'opposition peut profiter également, c'est un point, l'opposition peut profiter de cette fracture interne pour pouvoir se positionner. Et vous avez vu aujourd'hui, Jean-Jacques, lorsque le RDPC se réunit à Yaoundé, vous savez, quand on a 53% pour un établissement, c'est pas normal. Je dis pour un établissement qui se veut être sérieux, qui a 53% à l'examen. Si Jean-Tali a 53%, c'est un échec, Jean-Jacques. On était habitué au score soviétique, 99, 98, 80, ainsi de suite. On est à 53. Ça montre que la population n'adhère plus au projet du RDPC. Mais il y a eu du temps entre octobre 2025 et peut-être février 2025. C'est même encore grave, Jean-Jacques. Pourquoi on n'a pas capitalisé ce temps-là. Permettez-moi. Je vous en prie. Pour l'interactivité, n'est-ce pas, de notre débat, il y a un détail quand même. N'oublions pas, et on le disait, l'élection présidentielle est une chose. Les élections législatives et municipales et autres sont tout autre chose. Ici, cela a été dit par le collaborateur tout à l'heure, il est clair qu'à l'élection présidentielle, on s'en va voter un parti, hein, pratiquement un homme. Et également, pendant les élections populaires, on a le choix. Ce n'est pas le parti qu'on s'en va voter à ce moment. On a des hommes connus, des personnes connues, soit pour leur probité morale, soit pour... Sauf qu'il y a une étape. Il y a une étape qui est évoquée, le plus fermé. Vous avez oublié cette aspect-là. C'est plus fermé. N'oubliez pas cette étape. Ne viendront pas empêcher, ça ne viendra pas empêcher le citoyen lambda qui n'est pas du RDPC ni de l'opposition, mais qui est un vivant du village, de la localité et qui connaît les réalités du village, qui sait qui vaut quoi dans justement parce que village. Lui le sait. Sauf que est-ce que c'est celui qu'il reconnaît comme étant un acteur majeur qui est investi par le parti. C'est là où il y a le problème. Si c'était son choix, s'il y avait des primaires par exemple, parce que là il n'y a pas de primaires, s'il y avait des primaires par exemple, il choisirait celui qui est dynamique. Le même maire qui est allé demander aux populations de voter le candidat du RDPC. Et il a échoué. Ce même maire va aller se présenter devant... Je vais chuter. Très rapidement, oui, j'étais donc en train de dire qu'au vu donc de tout cela, vous dites que il y a l'intervalle qui sépare. Oui. C'est vrai, on a... Attention, Jean-Jacques. Le RDPC a prorogé cette élection pour bien se préparer par rapport à leur échec. Mais également, l'opposition se prépare également parce qu'une élection, ce sont les finances. Également, l'opposition a dépensé beaucoup d'argent lors des présidentielles. Donc, il faut refaire les poches pour pouvoir mieux organiser le déploiement sur le terrain. Ça profite également à l'opposition, tant au parti au pouvoir. Mais, Jean-Jacques, il y a quelque chose qui énerve depuis. Vous voyez qu'au lendemain de l'élection présidentielle, la population est frustrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement pour faire bouger les lignes. Donc, vous pensez que cette frustration-là existe toujours dans les têtes des Camerounais, donc ça peut même entraîner un chaos total. Mais justement, la gestion de l'intervalle entre la présidentielle et les municipales législatives qui arrivent, est-ce qu'on a pu capitaliser? L'une des attentes étant justement la formation de ce gouvernement. C'est la véritable question. Et pour prendre le cas de celui qui est arrivé en second à l'élection présidentielle, c'est là où on peut vérifier tout le principe de l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple. Issa Chiroma a eu des scores très bons dans certaines parties du pays où on a du mal à voir son parti exister. Oui. Ça veut donc dire que c'est la personne d'Issa Chiroma qui a fait les scores, ce n'est pas le FSNC. Pas du tout. Comme à Douala maintenant, je ne suis pas sûr que le FSNC a même pas installé les comités, on a un comité de base ou je ne sais pas, une sous-section ou une section. Lorsqu'il va donc falloir voter les représentants, les conseillers municipaux et les députés, est-ce que le FSNC est capable de produire des candidats qui pouvaient capitaliser sur le score d'Issa Chiroma dans ces circonscriptions-là? Je ne pense pas. C'est un point d'interrogation. Il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas eu de relais. On a eu une fusion qui a eu à ce niveau, si vous me permettez d'autorité, je vais simplement rappeler deux choses. Rappeler deux choses. La première chose, je l'ai dit avec insistance, c'est le dialogue qui va faire la différence. C'est tout. C'est-à-dire que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, il faudra être proche des populations, déjà pour les rassurer, et bénéficier des errements du vide que le RDPC laisse aujourd'hui. Quand vous avez un chef de l'État qui vous dit dans les tout prochains jours, et il ne fait pas,
ils vous annoncent le mouvement des DG et tout ce que ça comporte. Mais on vient quand même bouger le conseil d'administration de la SNH. Ça veut dire qu'on peut faire, mais on ne veut pas. Ça crée donc un boulevard d'un narratif qui va être difficile pour le RDPC. Voilà, Donc, c'est ce même RDPC là qui est en train de s'organiser, on ne voit pas l'opposition. Non, ça c'est pas un problème. Yaoundé. L'opposition ne peut pas avoir les mêmes activités que le RDPC en termes de souveraineté, ils ont tout. L'opposition par contre, et là c'est un mécanisme que j'avais mis sur pied, je ne trahis rien du tout, c'est un travail qu'on a fait pendant l'élection présidentielle, on a travaillé avec les groupes des jeunes de toutes les localités et les noms étaient retenus pour qu'ils soient investis. Donc les différentes bases de FSNC existent partout où M. Thiroma a fait un score, ça existe. Et ça, bien sûr, ça existe. Non, attendez, je ne peux pas répondre. Je suis plus de ce parti, mais je vous dis que le travail qui a été fait de manière à ce que les délégués des différentes régions, qui sont d'ailleurs connus, entretiennent la relation avec les différents partis politiques, parce que les noms devaient, avec ces différents acteurs, parce que les noms devaient remonter pour les investitures. Ne venez pas être péremptoire sur un plateau comme celui-ci. Parce que demain, après-demain, un leader du FSNC, il y a un SG par intérim. Le SG par intérim peut capitaliser sur ce volet. C'est pour ça que ça profite à tout le monde, mais le plus futé en l'état va s'en sortir. C'est comme si tout est remis à zéro, les cartes sont à zéro, et il ne faut pas croire que puisqu'on ne voit rien, rien ne se passe. Attention. D'accord. Et Émile Messi, l'intervalle entre le score de la présidentielle et maintenant, il y a quand même beaucoup de mois qui sont passés et on a l'impression quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Avant l'élection, c'était la principale revendication. Il faut un congrès, il faut nommer le bureau politique est pratiquement squelettique. Aujourd'hui, il n'y a pas eu tout cela et on va à une élection. Est-ce que le RDPC n'a pas perdu l'occasion de recoller, de ressouder? Pour commencer, le RDPC, c'est un parti de masse. C'est un parti de rassemblement. C'est un parti qui a ses fondements à la base. Ce n'est pas un parti d'état-major. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au comité central que la structure du RDPC repose. Quand je dis un parti de masse, un parti de rassemblement, c'est d'abord ses organes de base. Vous comprenez? Lorsque vous prenez la structure du RDPC, la structure pyramidale, nous partons de la cellule, du comité de base, de la sous-section, de la section. Et là, vous évoquez donc les délégations permanentes au niveau départemental, régional. Qui ne sont pas statutaires. Sont statutaires. Ah bon? Oui. Vous avez révisé les statuts quand? Depuis 2011, allez lire le livre jaune. D'accord. C'est là où ils ont été institués. Ouais, bon. Oui. Allons-y. Donc, c'est bien statutaire, reconnu par nos textes. Donc, pour dire que la réunion qui a lieu aujourd'hui pour le RDPC est une réunion de haute stratégie politique dans le parti. Parce que c'est celle-là, justement, qui anime la base. Lorsqu'on est délégué permanent régional, ça dit vous couvrez les départements. Donc, vous n'animez pas la base. J'ai dit là, ça repose donc sur la base. Vous êtes un chef de délégation, vous êtes ministre. Vous permettez vous avez de temps en temps, mais la base est animée par le président de section. Permettez que je vous parle de mon parti. Je sais de quoi je parle. J'étais un haut responsable au niveau de la base. Ces gens-là, c'est avec la base. Ce n'est pas avec le comité central. C'est des relais entre la base et le comité central. Qu'ils soient ministres ou je ne sais pas trop quoi. Je vous dis donc que la cellule, la sous-section, la section, c'est là où ça se repose donc. Lorsque vous êtes donc président de section pour le parti RDPC, il est attendu de vous un travail fait. Ce que nous appelons l'état des services. Vous le savez, tout le monde le sait. Pour prétendre quoi que ce soit au RDPC, vous devez avoir un état de service digne de ce nom. Cet état de service s'obtient quoi? Pas des résultats aux élections. Lorsqu'il y a une échéance, on voit ce que votre structure, si c'est au niveau de la cellule, si c'est au niveau de la sous-section, quel est le résultat que vous avez produit? Bon, ceux qui estiment que 53%, ce n'est pas un bon résultat, nous sommes en plein là aux examens officiels. Si nous prenons un peu le bac cette année, vous savez sur quel score que nous avons. Si nous prenons 45%, c'est pas honorable. Permettez, je suis enseignant là maintenant. Oui, voilà. Là, je sais, parce que ça a été évoqué. Je sais. Comme score,
vraiment déplorable. Oui, parti de 70 à 50. C'est ça que je vous dis, lorsqu'on a 43 c'est l'enseignant que je dis, 53% dans les conditions actuelles à un examen, pour dire que non, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Majesté, Les autres travaillent aussi et nous reconnaissons le bac. Et nous reconnaissons que il y a des tensions, le bac, la comparaison n'a pas été risquée. Nous disons que 45% au bac, il y a eu des délibérations. On a arrondi. Attention. Allons-y. Madame la ministre a été claire. Vous avez dit vous passez, vous n'avez pas dit vous ne passez pas. Oh, mais non. Ce que vous avez fait, il ne faut pas parler comme ça. n'y a pas eu de libération, non? Non, ne parlez pas de c'est le discours officiel. C'est que je voulais dire, c'est pas le débat. Ne dévoilez pas le C'est que moi je voulais dire aussi l'enseignant. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est ça mon message. Pendant que nous pensons qu'on a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale un peu partout, les autres travaillent. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes conscients de cette faiblesse, des manquements que nous avons eu par endroit. Nous nous remobilisons pour dire que dans les mêmes conditions, nous allons mettre en place des stratégies. N'oubliez pas que le FSNC dont il est question aussi, c'est un ancien allié à la majorité présidentielle. Vous voyez, nous savons la force qui est venue derrière ce parti politique. Nous sommes suffisamment conscients. Bon, aujourd'hui, le FNC est libre de venir aux élections. Pour dire également au docteur Mbok, attention, le MRC n'a pas un problème dans ce pays. Chaque fois que le MRC a voulu aller à une élection, il est parti. Monsieur Messi, c'est pas Permettez. Ne répondez pas. Je vous rappelle que... C'est à qui je m'adresse, c'est pas Non, RDPC. moi je vous dis... Laissez l'autre là. L'administration. Laissez l'autre là. Si maintenant le RDPC administration, c'est autre chose. Aller aux élections. Il est lié. En 2013, On ne crée pas la confusion. l'administration n'a rien fait. Élection municipale, élection législative. Nous sommes témoins. En 2018, le MSC n'a jamais eu de problème d'aller ou de ne pas aller à une élection. En 2020, délibérément, le MRC, parce que les gens nous suivent, docteur Mbok. En 2020, les élections municipales, le MRC s'est dit, je ne pars pas à cette élection, et a dit, je mesure l'ampleur des conséquences en n'allant pas à cette élection. Ces conséquences sont là aujourd'hui. Et en 2025, c'est les conséquences. Les signaux que vous voyez là, c'est les conséquences donc commencent en 2020. Ils suivent aussi. Le 9 février 2020, il a dit, il a mesuré pleinement les conséquences. Et les conséquences ont commencé en 2025. Les conséquences ont commencé. En 2025. Commencé pour aller jusqu'en 2027. Ainsi de suite. Bien sûr. Et même ils ont dit. Ils ont dit qu'ils mesuraient la valeur des conséquences. C'est bon. Mais son Yango a été problématique. Ils ont le verrou de c'est des conséquences du boycott. D'accord. Vous dites que la DC, laissez-les tranquilles. Vous dites que le RDPC a sa discipline. Très bien, ça qui m'intéresse. La force des armées, c'est d'abord la discipline. Le RDPC a sa discipline. Si vous vous sentez suffisamment très fort, très populaire pour gagner une élection, vous marchez sur la discipline du RDPC. Si vous vouliez être à défaut, vous partez, créez votre parti. Vous prenez un autre Yango pour être maire ou député. C'est pas On a 5 minutes. 5 minutes pour donner la parole aux téléspectateurs. On a 5 minutes pour donner la parole aux téléspectateurs. Vous appelez maintenant. Le numéro est affiché. En très peu de temps, on a 5 minutes pour gérer un maximum d'intervenants. Soyez précis et concis. Angelo Toli, merci de contribuer. L'élection locale qui arrive sera l'opportunité pour le peuple de confirmer la rupture engagée lors de la dernière présidentielle de 2025. Ce régime moribond, c'est lui qui dit, du moins ce pouvoir exécutif
au gouvernement doit être désormais contrôlé par une Assemblée nationale majoritaire à l'opposition. Le peuple souverain doit mettre fin à la dictature. Angelo Touré, je reviens à ton message, le temps de prendre quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, comment on vous appelle? Gérard Binet. Allons-y, on vous écoute, très rapidement. Oui, je voudrais justement, je dis déjà bonsoir à tout le panel et à Jean-Jacques. Et je voudrais déconstruire un peu le modèle de RDPC. Allez-y. Oui, donc pour lui dire que, surtout répondre à M. Émile Messi, je voudrais lui rappeler que je suis dans un village, dans un arrondissement où il n'existe même pas de cellules RDPC. On commence au comité de base. Et ces organes n'ont jamais tenu une quelconque réunion. C'est-à-dire que, parce que quand ils viennent toujours dire à la télé que le parti est structuré, non. Ce qui prévaut dans le RDPC et ce qui est déploré dans nos villages. D'accord, vous êtes dans quelle localité? Je suis de la localité de ça. Du côté de ça, vous dites qu'il y a des cellules et des comités de base qui n'ont jamais tenu d'assises de ce côté, c'est ça? Je pense qu'il n'existe même pas. pas exister une autre chose. Hein. Okay. D'accord. Mais merci d'avoir appelé. Et il parle de la structuration, le fonctionnement à la base. Les papiers. On prend quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Allô, monsieur Massok, vous êtes déjà en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Je le réitère à ton ministre panel, particulièrement donc Koukouma Messi. Bonsoir, Massok. Je vais aller droit au but. Allons d'abord nous inscrire et retirer nos cartes pour les échéances futures. Cette présidentielle aurait pu impacter si nos différents candidats magnifiaient la culture politique au détriment de la marmite pyromane du côté de Itoudi. À chaque parti d'être intègre et patriote dans la valorisation de l'esprit démocratique et des idées en termes de développement et la proximité auprès du peuple souverain. Ainsi donc, je commencerai par le grand rassemblement, où milite mon frère et ami Messi, de refaire sa mue en y injectant des hommes de terrain proches des populations, que de faire dans le trafic d'influence, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et il y a des vicissitudes qui tuent l'esprit politique. Je vais chuter en disant, hier, M. Mbok, que je voyais dans le FSNC, est-ce que son parti, qui a été la fabrication du NRC, ira-t-il à cette élection? Bonne émission. Merci Thomas. On prend quelqu'un d'autre rapidement. On a dit qu'on a juste 5 minutes pour prendre vos différentes contributions. Le code d'accès est très visible au bas de l'écran. Angelo Touré disait que le peuple souverain doit mettre fin à la dictature du RDPC et permettre un véritable développement local. C'est noté. On va du côté de la France. Vous êtes déjà connecté. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Jacques Zé, M. Basson. On vous écoute, M. Basson. Tout votre panel. Jean-Jacques, puisqu'il faut aller très vite, je voulais parler un peu du recensement, mais bon, je vais aller très vite, je vais rester sur les élections, parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour se faire recenser, Jean-Jacques, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Alors, sur les élections, Jean-Jacques, d'abord, je voudrais apprécier l'idée de M. Ninké qui appelle les partis d'opposition à être ensemble. Ça, c'est une excellente idée. Deuxième chose, Jean-Jacques, en 2025, il y a eu 8 millions d'inscrits. Il n'y a eu que 4 millions de votants. Ce n'est pas normal. Donc, j'en appelle ici à mes jeunes frères Cameroun. Il est temps, c'est le moment d'aller se faire inscrire. Et plus tard, aller retirer sa carte d'électeur et aller voter. C'est important, Jean-Jacques. Nous sommes, les jeunes et les femmes sont majoritaires au Cameroun. Et nous sommes dirigés par les centenaires. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous disais la dernière fois, notre arme ici, Jean-Jacques, c'est la carte d'électeur. Si on ne le fait pas, Jean-Jacques, il ne faudra pas venir pleurer après.
C'est vrai. Et c'est Donc, clair. je m'appelle ici tout de suite et maintenant, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, prenez 1 heure, 2 heures du temps, allez vous faire inscrire sur la liste électorale, le moment venu, allez retirer vos cartes et allez voter. Voilà l'appel que je voulais lancer ce soir. Jean-Jacques, excellente mission. Monsieur Merci, Basson. merci, chers compatriotes depuis l'Hexagone. Bonsoir à vous, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Fouda. Allons-y, monsieur Fouda. On vous écoute, monsieur Fouda. Oui. Bonsoir encore. Oui, Jean-Jacques, j'intègre. Ah bon, je vais juste parler des élections. Moi, je suis Fouda de Japoma, à Douala. Les gens parlent, ils comprennent pas que l'élection présidentielle, c'est pas la même chose que les élections locales. Vous qui êtes là, Jean-Jacques, vous vous présentez sous la bannière du RDC aujourd'hui. Vos amis qui sont sur le plateau là, qui soient de quel parti, ils vont voter pour vous. Oui. Pas parce que vous avez donné quelque chose à qui que ce soit au village, mais parce que c'est votre, ils sont vos amis. Donc, les électeurs pour les élections locales votent les gens qu'ils connaissent. Ils ne votent pas le parti. Ça peut arriver qu'ils votent le parti, mais pas toujours. Donc, moi, je pense que l'opposition doit travailler à se rapprocher de leur population plutôt que de surfer sur le score de l'élection présidentielle. Ça ne va pas leur apporter le résultat. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Depuis Japoma, Douala. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Bien donné ma boîte. Bienvenue, on vous écoute. Oui, je salue d'abord le panel. Oui. Particulièrement M. Mbok. Monsieur Mbok. Moi, je demande aux Camerounais de s'inscrire. L'élection, ce n'est pas les discours que M. Mbok et les autres tiennent là. L'élection, s'inscrire et voter. Et surtout, voter. Moi, je suis l'aîné de tout ce monde, de tous mes Timbok et les autres, je suis leur aîné. D'autres même sont mes enfants. Ils doivent voter. Les Camerounais doivent s'inscrire et voter. C'est tout. Bonne soirée. Merci, c'est tout, c'est clair, c'est pas le temps des discours. C'est même ça qui est important. Voilà, on va peut-être prendre une ou deux personnes encore au bout de fil. Non, on repartira au téléphone tout à l'heure. Réaction par rapport à ces interventions des Camerounais, inscription surtout. L'élection locale est une élection particulière. Fouinga Sam. Oui, rien à dire. Et, n'est-ce pas, cet échantillon des appels que nous venons de recevoir prouve à suffisance, Jean-Jacques, s'il en était encore question, que les citoyens d'aujourd'hui ne sont pas les citoyens d'hier. Oui. Il y a eu, dans les années 50, 60, 70 dans cette République, des citoyens qui avaient une longueur d'avance sur leur époque. C'est-à-dire qu'ils étaient des citoyens affirmés, engagés, politiquement parlant et socialement parlant. Malheureusement, la gouvernance a tué un certain nombre de valeurs qui pouvaient continuer à les animer, parce que lorsqu'on veut porter atteinte aux valeurs d'une société, on s'attaque à son éducation. Donc, cela a fait tache d'huile. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant très décisif. Les élections 2027 ne ressembleront en rien à une autre élection locale qui a eu lieu dans ce pays depuis l'arrivée, n'est-ce pas, du multipartisme, le retour du multipartisme, pour la seule raison que, quand vous écoutez ces téléspectateurs, chacun d'entre eux sait où se trouve le problème pour impacter le développement et l'épanouissement social dans son environnement. C'est ça qui est. D'accord, Georges Parfait. Voter, s'inscrire, mais surtout voter. Ils répondent là, on l'a vu à la présidentielle, à un taux d'abstention assez élevé. Sur le plan local, ce serait du gâchis que de ne pas voter. Ce serait un véritable gâchis parce que si on peut croire que l'élection présidentielle, c'est pour choisir des gens qui agissent à partir de Yaoundé, il faudrait bien que les populations comprennent que
choisir son conseiller municipal, donc son maire, je vais même laisser les députés de côté, mais choisir, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire pour que cette personne impacte dans notre quotidien tous les jours. Nous nous plaignons de beaucoup de choses. C'est vrai aussi qu'il faut émettre un bémol quand même au niveau du fonctionnement de nos communes. Parce que le Cameroun a raté, je vais le dire comme ça, péremptoirement, même comme le docteur Mbok n'aime pas que ce soit péremptoire, on a quand même raté notre implémentation de la décentralisation. Lorsque je pense que dans les années 2000, il y a eu toute une délégation venue du Burkina Faso qui est venue chercher la copie de nos lois sur la décentralisation pour aller les implémenter là-bas. Ouais. Et que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir avec les bons textes que nous avons conçus ici. Parce qu'il y a un téléspectateur qui a mis un avis là, qui disait qu'il faudrait que l'opposition prenne pour développer. Je vais lui faire comprendre que le RDPC a la majorité des communes au Cameroun. Mais ce sont ces maires-là qui souffrent de l'affectation des ressources qu'ils n'ont pas jusqu'à présent. Après, depuis 1996, nous sommes à pratiquement 30 ans de l'implémentation nous avons voté une constitution qui disait qu'il y avait décentralisation. Et jusqu'à présent, Yaoundé freine des 4 fers pour affecter les ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Et ce n'est pas prêt de se faire. Lorsque nous voyons comment ceux de Yaoundé agissent jusqu'à présent, je ne suis pas sûr que les maires qui seront élus en début d'année prochaine là auront les pleines ressources pour pouvoir franchement implémenter la vie de leur population sur le terrain. Et c'est là le véritable problème. On aura élection, il y aura même bousculade, on peut même mettre les maires de l'opposition et tout, mais si Yaoundé freine les actions de tous ces gens-là, et on sait ce qui s'est passé, au retour au multipartisme, lorsqu'on a eu des communes qui ont été gagnées par le SDF et tout le reste, c'était déjà les mêmes plaintes. On a cru qu'avec l'implémentation de la décentralisation, quelque chose allait changer. Jusqu'à présent, même les propres maires qui sont du parti qui décide à Yaoundé n'arrivent pas à s'en sortir. Et il faut voir un autre blocage qu'on leur met, c'est qu'à présent, les mairies ne peuvent même pas se déployer. Il y a certains qui ont essayé de se déployer à l'international. Et maintenant, on a mis trop de contrôle pour que dans ces partenariats-là, que l'État ait encore la même mise. Ça fait que je suivais encore une actualité qui se passait à Djoum, où le maire est en train de développer un site d'écotourisme et tout le reste. Sauf que ceux qui veulent investir dans cet écotourisme-là, Yaoundé arrive avec ses bottes pour dire que ces argents-là, on doit d'abord voir d'où ça vient, comment ça se passe et tout le reste. Donc c'est un grand frein. Il va d'abord falloir vraiment repenser notre décentralisation, même pas la repenser au niveau des textes, mais l'implémenter véritablement, qu'il y ait une volonté politique qui fait que les maires, que les collectivités territoriales décentralisées puissent franchement se mouvoir et effectivement avoir les ressources qui leur ont été promises. Il y a beaucoup de freins, justement. J'ai écouté encore les maires du bassin d'Union qui étaient rassemblés depuis 2 jours ici à Yaoundé. Vous êtes au bord d'Union, mais si vous voulez mener un investissement sur l'Union, il faut vous référer au conseil régional. Qui lui-même n'a pas pensé venir développer l'Union qui est dans un village. Le maire est obligé d'aller chercher là-bas. S'il y a des lignes au niveau du conseil régional, dans tous les cas, c'est pour dire que la décentralisation telle qu'elle est conçue. On réagit rapidement aux appels. Allez-y, docteur. Bon. Rapidement, je l'ai dit pendant la campagne et vous me suiviez, il y aura un avant et un après 2025. L'après 2025, c'est les Camerounais décomplexés qui adressent toutes les questions de manière franche et sincère. Et nous sommes en plein là-dedans. Aujourd'hui, Etoudi n'est plus la quête de quiconque. C'est Ngouaekele. Ça se passe à l'Assemblée nationale. C'est les lois qu'il faut changer. Parce que tout ce qu'on dit là, les maires sont bloqués, la décentralisation est bloquée. C'est à l'Assemblée nationale qu'on peut faire la différence. Donc à ce niveau, je vais exhorter les populations à être très sensibles à qui va être leur député, qui va les représenter. Et c'est là que je rejoins le téléspectateur qui a parlé qu'aucun des camps ne doit se gargariser du score qu'il a eu. C'est-à-dire que le RDPC ne doit pas s'asseoir sur 53%, et monsieur le rappelait, il travaille. L'opposition aussi ne doit pas se gargariser de ces 35%. Il faut aller au taquet, il faut aller vers les gens, échanger avec. Et je suggère, donc je sors par là, que les populations votent un projet, une idée de projet. On ne vote pas juste un homme, un ami parce qu'on l'aime. Mais on vote quelque chose qu'on peut demander demain. Parce que si je vous vote par amitié, je n'ai rien à vous demander demain. Mais si je vous vote en notant ce que vous m'avez promis, je vous rappelle ça tout le temps, vous allez travailler pour atteindre cet objectif. Une fois de plus, le pays reste entièrement de ce côté vierge. Et il faudra que tous les Camerounais s'impliquent, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient d'ici. Le pays a besoin de tout le monde. D'accord. Bertrand. Oui, Jean-Jacques, dans le prolongement de mon analyse, vous avez vu en 2025, les Camerounais se sont inscrits
Les Camerounais ont retiré leur carte, ont voté Il faut relativiser. Et ont suivi le vote. C'est ce que je demande également aux Camerounais de faire, de s'inscrire massivement sur les listes, de retirer leur carte, de voter et de surveiller le vote. Parce que on aura besoin des gens qui vont valablement représenter les populations. On aura besoin des gens qui vont réaliser du concret, qui vont quitter du discours pour les actes. C'est ce que le Camerounais veut. On veut les routes, on veut les écoles, on veut les hôpitaux. On veut que la situation change. On n'aura plus besoin de trop de discours. Donc, on aura besoin des gens qui vont se rapprocher, qui doivent se rapprocher des populations. Je pense qu'actuellement, on a déjà des Camerounais sérieux, matures, par rapport au passé où on se contentait du maquereau et du pain. Maintenant, on a des Camerounais qui veulent le changement. Et je pense que si réellement le parti au pouvoir, et ça c'est une ouverture, un conseil que moi j'adresse au parti au pouvoir, que même si demain ou après-demain, le RDPC n'est pas élu quelque part, vraiment ne bloquez pas les choses. Vous devez décentraliser, laissez l'opposition travailler, parce que ça ne sert à rien d'être maire si vous n'avez pas d'impact sur les populations. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, c'est l'unité principale du journalisme en Afrique, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bonsoir particulier au docteur Mbok. Je veux juste attirer l'attention de nos leaders du RDPC du Logon-Echari jusque dans la Damawa. Si le RDPC reste dans la logique du sûr, très sûr, le RDPC serait surpris. Tout le Grand Nord ne détient un seul discours. Si c'est les mêmes gens que le RDPC nous présente, nous allons voter l'opposition. Nous ne voulons plus des leaders de Yaoundé qui viennent vers nous pour leurs intérêts politiques. Docteur Abdourahmane qui envoie ce message-là. Il y a des questions derrière Emile Messi, cela, le choix des candidats. Nous, on a souvent été dans ces campagnes électorales où on fait la campagne sur le nom de Paul Biya. On ne sait même pas qui est tête de liste, qui est candidat, qui veut être maire. On dit que c'est Paul Biya. Non, il faut le dire, nous avons dit tout à l'heure que les élections locales, c'est les fils de la localité. L'élection présidentielle est passée, où c'était justement la rencontre entre une personne et le peuple. Maintenant, dans une commune, c'est des fils de cette commune qui seront investis par le RDPC. C'est des fils de ce département qui seront investis par le RDPC pour l'Assemblée nationale. C'est pour cela donc qu'il faut apporter son état de service au parti. C'est pour ça qu'il faudra briller par sa loyauté, sa fidélité vis-à-vis des idéaux du parti, la discipline du parti. Vous voyez? Donc, au RDPC, nous ne faisons pas du populisme, nous ne faisons pas du brouhaha. Et c'est pour cela que j'attire d'ailleurs l'attention des Camerounais sur la vigilance qu'ils doivent accorder à certains hommes politiques en fumeur. Parce qu'on les a vus. Durant des années et des années, ils vont dire qu'ils iront aux élections et tout et tout. Après, ils disent qu'ils n'ont plus, ne partent plus aux élections. Quand bien même ceux-là sont allés aux élections, après, ils ont pris la fuite, ils ont abandonné le pays. Ça aussi, c'est du banditisme politique. Ce que j'appelle là, ces politiciens en fumeur. Donc, au RDPC, nous restons constants. Nous sommes conscients des défis en matière de développement que nous devons relever. Nous savons les difficultés que nous devons affronter. Mais ce n'est pas dans l'aventurisme et l'amateurisme. Parce que gérer un pays nécessite également un certain nombre de valeurs et de compétences, des valeurs morales, des valeurs de rigueur. Or, vous verrez certains hommes politiques, leur seul but, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, c'est de prendre la commune, c'est de faire ceci, c'est de faire cela, sans, le docteur Mbok préparait tout à l'heure, sans une offre politique conséquente. Aujourd'hui, donc, nous sommes donc prêts au RDPC. Justement, dans les municipales, le docteur Mbok l'a dit, il faut bien voter les projets. Mais justement, c'est difficile en campagne électorale dans les municipales législatives de voir les projets. C'est pour cela que... On fait d'abord l'investiture. Il y a la photo du père. Et puis on fait la fusion des candidatures. C'est-à-dire que s'il y avait 3 candidats quelque part, on vous dit, toi tu as 8. Voilà. On mélange, ça fait 25. Et puis voilà l'équipe qui se retrouve à la municipalité sans personne n'a porté le projet que moi, mais voilà ce que je propose. Et on doit veiller à ça. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. Nous disons donc ceci. Le RDPC, le plus fermé, l'enveloppe. Le RDPC, c'est un parti organisé, structuré. On est d'accord.
nous sommes d'accord. Si nous sommes donc d'accord, il y a des règles qu'on fixe au RDPC. Déjà même pour postuler à être investi par le RDPC, il y a un certain nombre de conditions. Non, ces conditions-là, on les connaît. Moi, je veux être maire. Qu'est-ce que je viens avec? Qu'est-ce que je propose? C'est ça qui manque un peu. Notre texte, nos lois, il n'y a pas ça dans les textes, sont suffisamment claires là-dessus. Oui. Au départ, on est d'abord investi comme conseiller municipal. Moi, je suis un ancien. On est conseiller municipal et chaque conseiller, on lui laisse la latitude d'être maire s'il le souhaite. On parle de projet. C'est ce que nous disons. Quel projet? C'est là la une campagne électorale pendant les municipales sans présenter un projet. Le projet. Le RDPC a toujours un projet. Le RDPC. Justement, c'est ça la Justement, c'est vrai que vous avez dit que le RDPC est un parti organisé. On ne laisse pas la possibilité aux individus. Il faut que ça soit clair. Pourquoi il faut les primaires? On ne laisse pas la possibilité. Là, c'est pas le problème. Vous êtes investi, vous recevez l'investiture d'un parti politique qui s'engage à prendre soin de vous. Et je vous dis, prenez la position de foi au municipal, au législatif. C'est clair. Et c'est la même politique qui est appliquée par Yaoundé. Nos problèmes, c'est quoi? Si nous donnons la possibilité à chaque candidat de présenter dans un même parti politique sa profession de foi, son projet politique et tout ceci, vous verrez que ça nous amène nulle part. On attend la consigne. Un maire qui veut être maire a un minimum de projets à dire que voilà, vous nous dans notre arrondissement, vous nous rejoignez. Si. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qui manque le plus. Je vais donner la priorité. Merci, monsieur. C'est de ça qu'on parle. C'est pas interdit. C'est de ça qu'on parle. Mais cela doit se faire dans la discipline. Nous voulons Je veux donner la priorité à l'électrification de tel village. Là, on s'est compris. Il y a encore les centres d'entre Ce sont pas les moutons qui sont là-bas. Mais je dis merci. Majesté, c'est un ancien ami. C'est l'une des raisons pour lesquelles qu'est-ce qui vous a séparé? Il s'est resté lucide. Écoutez, Jean-Jacques, ce que monsieur Messi dégage là est suffisamment clair. Notre pays a une parfaite difficulté. Sa parfaite difficulté est liée, n'est-ce pas, à la discipline du parti. C'est le blocage central du développement participatif de notre pays. Vous avez des hommes, des jeunes et des femmes qui foisonnent la République d'une compétence à nulle autre pareille, compétences politiques, sociales, intellectuelles et autres, mais qui sur le terrain se font taper constamment sur les doigts par la discipline du parti. Au moment où le monsieur estime, je suis élu, malgré le fait que le transfert de compétences, n'est-ce pas, aux collectivités locales décentralisées demeure, n'est-ce pas, un chemin kafkaïen, ce monsieur, pour des raisons de compétences et même de relationnel de par le monde, estime qu'il peut faire développer son environnement suite à sa profession de foi vis-à-vis des populations, se voit barrer la voie. Ouais. La discipline du parti lui dit, monsieur, ici, c'est le parti qui vous dicte l'orientation. Et pourtant, les populations qui l'ont élu n'ont pas forcément besoin d'attendre la discipline du parti ou le temps du parti. Nous parlions tout à l'heure ça s'appelle du paquet minimum, qui est censé être arrivé généralement au plus tard au mois de mars. Mais nous sommes en train de traverser le premier semestre. Il n'y a encore aucun espoir de l'avoir dans les 2 à 3 mois qui arrivent. Cela voudrait dire... Et c'est difficile, on a compris. Même les CAC n'arrivent pratiquement pas. Les maires, bonsoir à tout le panel, en particulier monsieur le modérateur.
Oui, les présidentielles peuvent impacter sur les législatives municipales. Je prends le cas du RDPC. Il faut renouveler la classe politique à ce niveau de manière transparente et limiter les frustrations. Le cas de la jeunesse qui est abandonnée à son triste sort. Rien de ce qui vient du comité central n'est respecté. À ma base, le plan ex-président de section sur le plateau à témoin. Il y a des communes où sur plus de 40 conseillers municipaux, on ne compte même pas 5 jeunes. Je m'arrête d'abord là. Ateba Toyem, Edgar, conseiller départemental de jeunesse et du Cameroun, pour le Fundi, qui parle des frustrations qui peuvent être un problème. Les inscriptions s'achèvent au mois d'août, au 31 août. On a encore un mois et demi. Je crois qu'il y a du travail à faire pour ne serait-ce qu'améliorer la participation des Camerounais à cette élection-là. On ne pourra plus prendre vos appels. Je vois l'Espagne qui s'affiche là et d'autres Camerounais. On reviendra demain sur les questions politiques. Merci d'être venu, monsieur, participer à cet échange. Merci pour votre fidélité au programme d'Info TV. Très bonne soirée à tous.